Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des Pour quelques séances de plus, un podcast de l'association Rien à regarder. Pour la première fois dans cette émission, nous allons parler d'un film d'actualité, puisque, alors, contrairement aux 3 premiers épisodes où, pour une raison totalement inexplicable, nous parlions tout le temps de films de l'année 2011, nous allons parler d'un film qui est sorti du coup il y a 1 mois et demi, en l'occurrence la dernière Palme d'Or, Titane, de Julia Ducournau. Le rappeur Mala disait « Je suis anti-flic, anti-tout, anti-Titane », bah Agathe Roussel c'est pareil. Et pour quelques séances de plus, épisode 4, c'est parti, générique. Et non, c'était un prank, on n'a pas de générique. Mais par contre, on va quand même parler du film. Donc on est 5, alors on n'a jamais été aussi nombreux dans ce podcast, et notamment on a notre premier guest, Tanguy, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va, plutôt bien. Bien, parfait. Et donc l'équipe qui était déjà là à l'épisode 3, si vous avez écouté l'épisode 3, donc Léa, salut, bonjour. Ça va ? Ça va. Jérémy, ça va ? J'ai envie de pisser, mais ça va. Ok. Et Clarence, ça va ? Ça va, j'ai pas envie de pisser. Ok, très bien. Donc on va aujourd'hui du coup parler de Titane. Tanguy, tu es un peu le spécialiste de Julia Ducournau autour de cette table. Ouais, malgré moi, effectivement, ouais. Alors, Faut croire. Avec Titane. 7 visionnages de Titane. Oui, tout à fait, je suis à 7 visionnages de Titane à l'heure actuelle. Et donc, on est fin août, le film est sorti il y a moins d'1 mois et demi. Voilà. Voilà. Donc, explique-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est Titane ? C'est quoi ton rapport avec le cinéma de Julia Ducournau ? Et quelles ont été tes premières impressions en quelques mots ? En quelques mots. Alors, donc d'abord Titane, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alexia. J'ai oublié le plus important. On spoil absolument le film et juste avant de commencer l'enregistrement, on disait que j'oubliais à chaque fois de dire on spoilait les films. Mais donc je me permets vraiment, surtout si vous êtes pour la première fois éditeur de ce podcast, on spoil allègrement le film. Donc allez voir le film si vous souhaitez le voir avant. Mais voilà, nous c'est une discussion un peu post-visionnage, surtout. Voilà. Excuse-moi Tanguy, je t'ai coupé. Qu'est-ce que c'est Titane ? Eh bien Titane, en fait, on va suivre en premier lieu les aventures de Alexia, qui en fait est une femme un peu au passé un peu trouble, qui est danseuse dans un salon auto, et qui la nuit s'amuse également à être serial killer. Et concrètement, suite à une tentative de meurtre qui a mal tourné, elle va devoir fuir la police, etc. Et en fait, elle va se faire passer pour un enfant qui a disparu il y a 10 ans de ça, donc qui s'appelle Adrien. Et elle va être récupérée par le père d'Adrien, donc qui est interprété par Vincent Lindon et qui s'appelle Vincent d'ailleurs dans le film. Et Vincent Lindon va être persuadé qu'il s'agit effectivement de son fils. Et donc en fait va se créer une sorte de relation entre les deux, entre mensonges et en même temps face aux pulsions meurtrières de Alexia, etc. Enfin voilà, tout un échange de sentiments plus ou moins forts et extrêmes que vont mener ce film. Et accessoirement, elle tombe enceinte d'une Cadillac. Oui, accessoirement, aussi, elle aime les oui, voitures. Oui, elle aime aussi les voitures. Ça, c'est voilà, ça, je pense que c'est un gros élément sur lequel on va discuter, à mon avis. Oui. Voilà. Moi, c'est marrant, quand j'avais fait la présentation de Titane, j'ai pas du tout commencé par le même bout que toi. Moi, j'ai écrit. C'est l'histoire d'une petite fille mutique qui, suite à un accident de voiture provoqué parce qu'elle a une relation conflictuelle avec son père, se retrouve avec une plaque de titane dans la tête et développe un amour étrange pour l'objet responsable de son accident, à savoir les voitures. C'est pas mal aussi. Et bien les Les deux deux se rejoignent en soi. Les deux se rejoignent et sont tout à fait valables. Et il sera peut-être un élément un peu qu'on va retrouver autour de cette discussion, qui est que c'est un film qui part un peu dans tous les sens. Exactement. Et du coup, forcément, le fait qu'on puisse le résumer de 2 façons très différentes, c'est pas anodin. Ah non, c'est absolument pas anodin. Surtout qu'il s'ouvrait à l'interprétation depuis le début, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments qui ont été annoncés. La bande-annonce était muette, le synopsis était hyper concis, quoi. Voilà. Le synopsis d'ailleurs mettait très très peu en avant la suite de l'aventure d'ailleurs. Enfin, on va dire que moi je sais que forcément je suis le projet depuis très très longtemps, justement pour un peu parler de mon lien avec le film, mais c'est un projet que je suis depuis que je connais grave. Déjà à l'époque, Julia Ducournau parlait déjà du fait qu'elle écrivait un film sur une serial killer, et en fait le tournage c'est un peu fait dans le plus grand secret, il n'y a que très très peu d'informations qui sont sorties, et même le synopsis en fait montre une manière erronée, en fait, est une version erronée de ce qu'on revoit dans le film, dans le sens où le synopsis met en avant que c'est on suit une femme serial killer
Et pendant ce temps, Vincent retrouve son fils. Il n'y avait pas du tout ce côté qu'en fait les deux histoires se rejoignent de manière un peu insidieuse comme ça. Et c'est que quand j'ai découvert le film que j'étais en mode ah oui d'accord, c'est comme ça que ça se rejoint. Mais du coup voilà, même ça, il y avait un secret qui était très très important sur le film. On va revenir au truc de départ, on va faire un petit tour de table. D'habitude, la question qu'on a, c'est comment vous avez découvert ce film. Sauf que là, on l'a tous un peu découvert de la même façon, le film vient de sortir. Du coup, la question sera plus quel est votre rapport avec le cinéma de Julia Ducournau et quelles ont été vos premières impressions sur le film. Du coup, on va reprendre avec Tanguy vu que... Ouais, du coup, bon, je vais être assez court, je l'espère. Moi, forcément, le cinéma de Julia Ducournau, j'en avais entendu parler quand Grave était passé à Cannes. Déjà à l'époque, ça m'avait beaucoup intrigué. Donc c'était en quoi ? C'était en 2016, en mai 2016. Et donc j'ai découvert Grave à peu près, même pas 6 mois plus tard, en octobre, donc en avant-première. Et le film a été une claque incroyable pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est le film en fait qui m'a redonné envie de faire du cinéma, pour ma part, qui m'a redonné un peu foi aussi en ce que j'aime, en ce que j'ai envie moi de créer. Et en fait c'est pour ça que du coup j'ai développé un peu vraiment un amour très très profond pour ce film, que ce soit pour ce qu'il raconte au niveau de ses thématiques, pour sa manière d'utiliser le cinéma d'horreur, sa manière de transformer justement le cinéma français pour y mettre des thématiques plus... des thématiques moins communes on va dire. Et pour toutes ces raisons-là, c'est un film qui m'est très très cher. Je pense que je peux même dire que c'est mon film préféré d'ailleurs. C'est un film que j'ai vu beaucoup de fois en salle. Également, je l'ai vu maintenant 9 fois en salle, dont 8 durant son exploitation. Enfin, voilà, c'est un film qui est très 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 important pour moi. Donc c'était évident que Titane, je l'attendais avec grande impatience. Et donc voilà, comme je disais, j'ai essayé de piocher un peu les moindres informations que je trouvais sur le film. Mais voilà, encore une fois, il y avait que très peu de choses. Et donc Titane, je l'ai vu au Festival de Cannes, du coup quand là il a été projeté, j'ai eu la chance de pouvoir y aller pile le jour où il passait. Et donc forcément avec une impatience et une énergie, une électricité dans la salle qui était très 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 forte. Et j'en suis sorti assez mitigé. Enfin, pas forcément mitigé, mais je sais que forcément, comme auprès de mes amis, etc., ils savaient que c'était le film que j'attendais comme le Messie depuis 4 ans. Tout le monde me demandait mon avis. Et en fait, j'en étais à un stade où c'était tellement un film qui était différent de mes attentes que en fait, je leur disais, je ne sais pas quoi dire, en fait. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement différent de ce à quoi je m'attendais que je préférais le revoir pour avoir des nouvelles attentes, etc. Et en fait, je pense encore une fois, on se met un peu d'accord là-dessus, c'est que à l'arrivée, bon, j'ai appris à re-aimer le film, etc., à vraiment me l'aimer à sa juste valeur. Mais voilà, après c'est un film qui a des défauts, Grave également en avait. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, je trouve que c'est un film qui est peut-être un peu foutraque dans sa construction narrative, mais qui malgré tout fait preuve d'une vraie ambition et d'une vraie audace stylistique et thématique surtout. Et en fait, je sais que voilà, moi je suis plutôt du genre à adorer les films qui, quitte à un petit peu se foutre les pieds dans le tapis, vont au bout de leurs idées et assument leur délire jusqu'au bout. Pour moi, Titane le fait beaucoup, assume vraiment son délire jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus en fait dans le film. C'est pas pour les mêmes raisons que Grave que je l'aime, mais c'est un film que j'apprécie également pour ces éléments-là, on va dire. Jérémy. Moi, c'est marrant parce que j'ai un rapport un peu paradoxal au cinéma de Julia Ducournau. C'est que je trouve que énormément de gens en font vraiment l'autrice de cinéma français, voire mondial du moment, quoi. Dans le sens vraiment cinéma d'auteur, avec des thématiques filées, de film en film et tout ça. Ce que je trouve pas faux, c'est sûr. Mais en même temps, pour moi, j'oppose vraiment quand même très fort aussi Grave et Titane, même dans mon ressenti. C'est-à-dire que les deux, je les ai vus 2 fois. Quand j'avais vu Grave au ciné, j'avais pas trop aimé. J'avais trouvé ça bien, assez singulier dans ses tentatives, audacieux dans sa vision de l'horreur, etc. Mais en même temps, j'avais trouvé ça peut-être un peu prétentieux avec tous ces plans sur les animaux, etc. Je trouvais ça un peu rajouté, un peu ce genre de truc. Et je l'ai revu pour préparer le podcast et j'ai vraiment trouvé ça très 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 bien.
J'ai trouvé ça super singulier, beaucoup plus que le souvenir que j'en avais, qui était encore une fois le souvenir d'un film d'horreur indé, mais comme on en voit pas mal, quoi. Et bon, après, j'ai des réserves sur le film, j'aime pas du tout la fin, je trouve que les dialogues sont pas toujours très bien écrits, etc. Mais bon, globalement, j'ai beaucoup aimé. Et Titan, ça m'a un peu fait l'extrême inverse. Et je l'ai vu la première fois, j'ai pas adoré, mais j'étais en mode, au moins quand même c'est singulier, je veux dire, j'ai quand même vécu une expérience, j'ai pas trop aimé, mais j'ai jamais vu ça, et donc je respecte totalement, quoi. Et quand je l'ai revu la deuxième fois, pareil, toujours pour préparer le podcast, en fait, j'ai pas du tout trouvé ça si singulier que ça. J'ai vu énormément d'influences, beaucoup plus que dans Grave, en fait, parce que j'ai trouvé au final que j'ai revu Grave, et après je suis allé voir Titan, et j'ai trouvé que Grave était beaucoup plus singulier vraiment que Titan, qui aligne je trouve beaucoup de références. Ça fait un peu melting pot comme ça, et je pense que c'est pour ça que, je sais pas, les gens en parlent moins. Mais moi, ça m'a... Au final, j'ai trouvé ça moins singulier comme expérience. J'ai dit énormément de fois singulier. Peut-être que tu deviendras pluriel. Peut-être. C'était une expérience plurielle, peut-être. Et je trouve que du coup, voilà, j'ai été un peu déçu parce qu'au final, j'ai trouvé que ça rendait la chose beaucoup plus vaine au final. Et que j'ai trouvé les thématiques beaucoup plus brouillonnes que dans Grave. C'est pas que je les avais pas compris la première fois en fait. J'avais pas compris où le film voulait en venir. Je pense qu'en le revoyant, j'ai compris. Et d'ailleurs, en prenant en compte les références qu'elle utilise et tout ça, que j'ai du coup mieux remarqué la deuxième fois. Pour revenir à ce que je disais au départ, je trouve ça étonnant de la part de Ducournau et de la vision que les gens ont d'elle. Du fait que je trouve que Grave est un film vraiment d'auteur très établi, très mature finalement. Là où je vois en Titan plus une espèce de démonstration de référence et de force. Je suis d'accord. Mais au final, bien plus vain, quoi. Voilà. Alors moi, je pense que j'ai une analyse, un ressenti qui est complètement différent des deux autres qu'on a entendus. Alors moi, quand j'ai vu Titan, je l'ai vu au cinéma avec Clarence y présent, et j'ai réussi l'incroyable exploit de ne pas savoir qui avait fait le film, et de rien connaître du film avant d'aller le voir. On l'a vu le jour de sa sortie, très peu de temps après. Je sortais d'une période où je m'étais un peu coupée du monde des réseaux et surtout du monde autour du ciné. Donc on voulait aller voir Benedetta, c'était complet, on a regardé Titan à la place, véridique. Heureusement que j'ai pas vu Benedetta d'ailleurs, parce que je crois que je l'aurais pas aimé non plus. Donc on va voir Titan. Non, enfin voilà, pour reprendre, je ne dis pas que je n'ai pas aimé Titan, mais c'est plus complexe que ça. Donc on va voir Titan, et pendant tout le film je me dis putain, c'est bien un mec qui a réalisé ça. Et à la fin je vois Julia Ducournau, je fais ah ok, c'est Julia Ducournau qui est en plus une réalisatrice que j'aime beaucoup. Non, alors en fait mon cœur de cinéphile aime beaucoup Titan. Je trouve que la mise en scène est incroyable, l'image forcément est bien, on le savait déjà avec Grave que l'image serait bien, mais là elle est plus que bien, elle a du sens, elle est incroyable. Je n'ai jamais vu des détails de peau, la peau de Vincent Lindon à un moment, c'était bien fait visuellement, mais en plus je trouvais que vraiment le propos transparaissait par l'image. Enfin, c'était assez incroyable de ce ressenti-là. Par contre, mon cœur de militante féministe et LGBT a un peu saigné pendant le visionnage de Titan. Parce que, et j'ai pas pu m'en défaire, moi je l'ai vu qu'une fois, malheureusement j'aurais bien aimé le voir une deuxième. J'ai pas pu m'en défaire, comme c'est food track, il y a beaucoup de propos sur la quête de soi, l'existence, le genre, l'identité. On voit tout ça, on se dit après coup que c'est une femme en plus qui l'a réalisé, et en fait j'ai été déçue. Je suis déçue qu'on sorte pas d'un certain schéma dont on pourra développer plus tard. Parce que pour moi Titan, c'est que tout le monde l'a annoncé comme le film, je l'ai su plus tard, qui devait faire de la subversion avec le genre. Je ne l'ai pas vu et j'ai été très déçue pour ça. Ok. Et du coup, t'as pas trop parlé, mais du coup, Grave, tu aimes bien du coup. Ah, il fallait dire ce que j'aimais bien Grave. Oui, oui, j'aime beaucoup Grave, forcément. Moi, je l'ai vu en 2016 aussi, quand c'est sorti dans une bibliothèque. Il était diffusé dans une bibliothèque là où je vivais, c'était très bizarre. C'était incroyable, parce que Grave, je pense, a une poésie que n'a pas Titan.
Tu parlais justement de référence dans Titane. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi j'ai l'impression que Titane est beaucoup plus intellectuel ou faussement intellectuel, qu'on a voulu mettre trop de choses dedans. Là où Grave se laissait prendre à une certaine poésie qui se mariait avec l'horreur et c'était vraiment incroyable. Et je n'ai pas retrouvé ça en Titane. Alors, moi je suis l'élève qui a très mal fait ses devoirs pour ce podcast. Parce que donc, je suis le seul connard ici qui n'a pas vu Grave. Donc, en plus, Grave, j'ai eu énormément d'occasions de le voir, il faut le savoir. Je me souviens du coup à l'époque en 2016 où il est passé dans à peu près tous les festivals français. J'avais eu l'occasion de le voir j'avais eu l'occasion de le voir au Fifi-Grotte, entre autres, au Fifi aussi. Et à chaque fois, je ne voulais pas le voir parce que j'ai le truc paradoxal de j'apprécie le cinéma d'horreur, mais j'ai toujours le doute, est-ce que je vais le voir au cinéma, parce que j'ai quand même un côté un peu flippette qui me dit est-ce que juste avoir le pouvoir de faire pause ne me donne pas un énorme pouvoir. Et en plus c'est un peu ridicule parce que à chaque fois que je vais finalement voir les films d'horreur où je doute d'aller les voir, en fait finalement à la fin je me dis oh ça va, je pensais que ça serait pire que ça. Donc je suis pas allé le voir au cinéma quand il est passé en festival, je suis pas allé le voir au cinéma quand il est sorti, quand il a été distribué de façon plus classique, alors que j'entendais partout que le bouche à oreille était excellent, et en plus c'est un film sur le papier qui m'intéresse, donc j'aurais dû le voir depuis longtemps. Et donc là, sortie de Titane, on décide de faire un épisode du podcast sur Titane, et donc en fait c'était le moment parfait pour moi de rattraper Grave. Et donc encore une fois j'ai répété, mais comme un connard, j'ai repoussé mon visionnage jusqu'au dernier moment. Genre hier, à la place de regarder Grave, j'ai regardé Twister. Donc sur les tornades. Sur les tornades. Incroyable. Donc je peux vous parler de Twister si vous voulez. C'est Jean de Bon qui a fait ça. Exactement. Incroyable. Jean de Bon. Il s'appelle Yann de Bon. Yann de Bon. Aussi, ouais. Il est européen, je le prononce à la française, je me permets. Et donc ce matin, je me suis dit quand même, j'ai quand même voulu le lancer, sauf que je me suis retrouvé perdu par le temps. Du coup, en fait, j'ai vu que les 40 premières minutes, du coup, pour moi, Grave, c'est juste l'histoire d'une meuf qui se fait un peu bully à l'école veto, mais en fait, ça se termine là. En fait, il n'y a rien de plus. Voilà. C'est les fêtes en gros que t'as regardé là. Ouais. Donc, j'arrive un peu en touriste, mais du coup, ça apporte un autre point de vue du coup, sur Titane. Du coup, moi, Titane, je l'ai vu du coup, au cinéma, du coup, un peu après la Palme d'Or et tout, en sachant un peu à quoi m'attendre, mais finalement, j'ai été un peu dérouté par ce que j'ai eu, vu que le film se vendait vraiment sur ce côté très cryptique, alors que finalement je trouve que l'histoire est en fait assez simple, et je m'attendais pas à un truc aussi linéaire, tout ça. Je m'attendais que les deux histoires entre Vincent Lindon et Alexia soient vraiment séparées, tout ça. Donc pour moi il y a vraiment quand même deux parties dans le film, donc avant Vincent Lindon et après Vincent Lindon. Comme dans la vie. Exactement. et en fait la première partie, je suis pas. Alors c'est pas que je trouvais ça mauvais, mais c'est juste en fait je suis pas spécialement rentré dedans. Alors j'ai pas non plus été aidé par le fait que juste derrière moi il y avait deux vieilles dames qui je pense ne savaient pas du tout ce qu'elles allaient voir et ont juste vu Palme d'Or. Les classiques. Parce qu'elles arrêtaient pas de répéter oh là là, oh là là. Donc voilà, donc ça pendant tout le film. Je crois qu'on avait les mêmes, mais nous elles sont sorties. Et du coup forcément ça aide pas à rentrer dans le film et tout. Après pour le coup, avec l'arrivée de Vincent Lindon, même à partir de la séquence précédente du coup dans la maison que je trouve vraiment excellente, pour le coup je suis vraiment rentré dedans et j'ai trouvé une vraie richesse émotionnelle au film en fait. C'est pas que j'aime pas la première partie et que après j'aime vraiment une fois qu'il y a Vincent Lindon, parce que je trouve que l'ambiance en fait qu'apporte cette première partie, quand même ça forme vraiment un canevas dont se nourrit après le support émotionnel du film, qui n'existerait pas de la même façon s'il n'y avait pas cet aspect body horror au début, cette ambiance très, très crasseuse, tout ça. Après, pour le coup, j'ai vraiment pas aimé la dernière séquence, qui, pour le coup, je trouve, est la seule qui vraiment tombe dans la facilité. Ah oui, vraiment, vraiment. On reviendra dessus après, forcément. Je pense que ça sera un grand sujet de débat. Mais pour un film qui... on ne savait pas où il allait et tout, je trouve que... ça décide de terminer tous ces arcs narratifs de la façon la plus évidente possible, et ça pour le coup ça m'a un peu déçu, surtout à rebours en fait, parce que sur le moment j'étais en mode oui bon fini comme elle peut quoi, et plus tard je me dis
il y avait sans doute beaucoup mieux à faire là-dessus. Mais plus C'est marrant. surprenant quoi au moins. C'est marrant ce que tu dis parce que tout à l'heure, en prenant ma douche juste avant de venir, j'étais en train de me dire ce serait incroyable si le film était monté comme Irréversible. Ah, peut-être. Je me suis dit, si le film était monté comme Mais- Irréversible, je pense que Ça serait peut-être un peu une encore. vision, Non, mais vraiment, En fait, c'est toujours. ce sera encore peut-être plus full track, mais Je vraiment trouve ça déjà incroyable. fouillis dans sa structure, alors si c'était monté à l'envers. Non, mais je pense que Ouais, je suis d'accord avec Dans la toi pour construction l'aspect du- émotionnel Ah que oui, ça serait plus vraiment. intéressant peut-être. vraiment l'émotion, je pense que là on la ressentirait parce que C'est vrai que le gros problème si du au film, départ... c'est l'émotion qu'on ressent pour le personnage principal, quoi. Ouais, c'est vrai. Que si dès le départ on s'attache à Alexia / Adrien, qu'on découvre qu'en fait elle est pas Adrien, qu'elle est vraiment Alexia, et qu'on sait pas ce qui se passe, et qu'après peut-être qu'on découvre... C'est vrai que c'est une réflexion intéressante. Mais dans Allez, ça part en remake. Dans la mesure où elle a dit qu'elle voulait faire un film visiblement un peu pour le plus grand nombre, pas pour le plus grand nombre, mais pour un plus large public, donc ça aurait été un peu la couche de trop, tu vois. Ça aurait fait rentrer. Hein. Enfin, j'exagère, mais. C'était une petite digression. Mais après, non, c'est plutôt une bonne idée, mais je pense que ça aurait laissé trop de gens sur le carreau. Clarence. Moi, après, je vais faire un peu la synthèse de tout ce que vous avez dit. En fait, je trouve vraiment c'est intéressant comme proposition de cinéma. J'adore l'esthétique, j'aime beaucoup l'ambiguïté du film, même si je trouve que ça a aussi ses limites, ça pose aussi quelques problèmes, notamment dans le propos. J'ai plutôt mes réserves par rapport à un côté assez prétentieux en fait, qui évolue un peu depuis du coup, je pense Junior, j'ai pas vu Mange, mais depuis Junior, en fait où depuis Junior elle arrive à, et avec Grave elle arrive à faire comment dire, à faire beaucoup avec une mise en scène finalement assez simple. Mhm. Et Titan, c'est un peu l'étape au-dessus avec ce que ça a de bien et de moins bien. C'est-à-dire il y a un côté vraiment très suresthétisant, un peu appuyé, et surtout le film a ce côté un peu conscience d'être un film de genre français très attendu. Donc en fait, ce que je peux lui reprocher, c'est aussi ce que je pourrais reprocher à plusieurs autres films de genre français. Donc en fait, d'un côté, j'aime beaucoup cette espèce de step-up qu'il y a par rapport à Grave. Et de l'autre, ça entraîne des décisions, comme on l'a déjà dit, un peu de facilité, je trouve, et voilà, un peu trop référencé. Donc j'ai un peu mes réserves là-dessus. Après, j'ai quand même beaucoup apprécié l'expérience, ne serait-ce qu'à un niveau visuel, à un niveau d'interprétation. Enfin voilà, c'est... Mais juste en fait, dans Titan, du coup, je trouve qu'il y a un peu une volonté de choquer, mais ce que vous avez dit déjà, mais qui transcende un peu le propos, quoi. En mode, enfin, l'illustration parfaite, pour moi, c'est la scène où elle s'éclate le pif sur le lavabo, là. Vous voyez, où Oui. on a vraiment l'impression que c'est juste là pour le spectateur face ah genre vraiment il y a quelque chose de très forcé, et je trouve que dans Grave et dans Junior il y a plutôt elle tire quelque chose de dérangeant d'une mise en scène quotidienne, quoi, d'éléments qui sont déjà là, on va dire. Ça m'a rappelé Guemo de Harmony Korine, je sais pas si vous l'avez vu. En fait il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant quelque chose d'extrêmement dérangeant et en même temps d'indéfinissable, quelque chose qui est dérangeant dans la réalité même, quoi. Et Grave et Junior faisaient un peu ça, alors que Titan abandonne un peu ça, ce côté-là, pour une surenchère un peu esthétique et quelque chose de plus appuyé. Voilà. C'est ce que j'avais ajouté. C'est mon principal problème pour avoir vu Grave et Titan d'affilée. Pour moi, c'est vraiment le truc qui est dommage avec Titan, c'est que en fait, je trouve que Grave tire vraiment sa singularité justement, et paradoxalement, d'un traitement visuel et au niveau des décors beaucoup plus brut et simple, et qui fait que les éléments fantastiques et de genre sont beaucoup plus marquants et intéressants, et aussi même au niveau du ton. Je trouve que Grave est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus décalé en fait. Mais il est beaucoup plus léger. Et il y a un truc, voilà, quasi humoristique parfois dans Grave. Et bon, c'est pas. Il est classé comédie sur Amazon Prime, je suis pas non plus convaincu. Mais ça y est un peu ça, enfin, au moins dans la scène où elle massacre toute la famille. Oui, mais justement. Oui, mais c'est la seule scène. Et du coup, Ouais. ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, je Ouais, trouve. j'ai un peu eu du mal avec cette scène aussi. Et Pas parce qu'elle est pas bien, mais dans la manière où elle arrive. Oui. oui, voilà, c'est bizarre. ça, c'est très, au niveau du ton, c'est très très bizarre, quoi, je trouve. Mais c'est Et- comique en fait. Oui, mais ça, Pour le coup, mais du coup, ça n'a rien à voir. C'est pas le seul problème de rupture de ton, je trouve. C'est un peu le. Oui, oui. C'est pas. Enfin, pour le coup, j'ai Oui, vraiment mais là, apprécié la proposition artistique justement à partir de cette scène, justement à cause de cette rupture de ton, en l'occurrence. Mhm. Et c'est à partir de cette scène où je suis vraiment rentré dans le film. C'est marrant, c'est la Ouais. première scène qui m'en a fait un peu sortir, moi. D'un côté, je trouve j'aime bien parce que émotionnellement- ça participe à l'ambiguïté du truc. Oui. Et de l'autre,
t'as l'impression que tu sais qu'elle sait où elle veut aller, mais qu'en même temps, dès le départ, c'est pas forcément une bonne idée d'installer cette scène ici, quoi. Mais en fait, dans Titan, je trouve que je suis d'accord que les ruptures de ton sont intéressantes, c'est ce qui fait l'intérêt principal du film pour moi. Et de son cinéma en général. Exactement. Mais il y a, et en fait, que ce soit dans Grave ou dans la plupart des ruptures de ton de Titan, il y a un sens en fait émotionnel, logique. Alors que là, je trouve pas. Là, il y a pas. Je trouve pas qu'il y ait un sens à ce que il y ait de l'humour là. Au contraire, à la limite, ce serait censé être une scène où t'es la scène qui fait basculer dans le désespoir, quoi, un peu. Et puis qui caractérise aussi le personnage, dans la monstruosité, qui montre vraiment de quoi elle est capable, de sang-froid. Alors parce que là, on est un peu là en mode. Avant cette scène, faut rappeler, elle tue un homme qui tente un peu de l'agresser. Oui, voilà, c'est ça. Oui, en fait, et là, elle s'en prend à des gens sympas, qui l'accueillent chez elle, etc. Ouais, c'est bizarre, moi. Et c'est... pour sa gratuité fait que c'est un peu comique, avec ce personnage qui dit... y a Cricri, il y a Juju... Oui, puis elle dit un truc en mode « Putain, vous êtes combien dans cette maison ?» Surtout que là encore, la mise en scène appuie vachement avec ce côté gore, surenchère absolue... très grand guignolesque aussi. Qui peut être marrant, surtout dans le cinéma de genre. Oui, mais placé ici, voilà, c'est un peu étrange. Placé dans cette... Surtout qu'au niveau de l'agression, on était plus dans un truc un peu froidement réaliste, tu vois. Un peu. Pardon, t'allais parler, toi. Oui, non, je disais que... Bon, j'ai peut-être pas forcément les mêmes attentes que vous, mais j'admets que moi, forcément, durant... C'est aussi pourquoi j'avais été déçu d'ailleurs au départ du film, dans le sens où... Moi, clairement, quand je me disais que ça allait être un film sur une psychiatre, moi je m'imaginais presque un truc sauvage, presque à la The House of Jack Built, quoi. Vraiment, je m'attendais à un truc assez sauvage comme ça. Et en soi, la première partie du film, ouais, je l'ai eu. Effectivement, il y a la scène de la maison, il y a le premier meurtre, etc. Mais au final, c'est quelque chose, dès l'apparition de Vincent Lindon, au final, on part sur toute autre chose. Ouais. C'est d'ailleurs assez impressionnant, en fait. Et je pense que c'est clairement pas dû au hasard, du fait que le premier plan du film où on voit Vincent Lindon, c'est le plan qui marque un tout autre départ. Et qu'à ce moment-là, tout le gore, etc., tout le côté un peu sauvage, etc., s'efface totalement. Et je pense que c'est pas un hasard. Après, moi j'aime beaucoup les ruptures de ton que fait le film, mais parce que je sais que l'humour qui est employé dans le film, je sais que c'est un humour qui moi me fait marrer. C'est-à-dire que c'est moi je pense que ce que j'aime le plus dans son cinéma, finalement, dans son écriture, c'est les petites conneries qu'elle met, en fait. C'est genre des petites blagues débiles en soi, où tu rigoles un peu presque nerveusement, mais qui un peu absurdes, qui me font marrer. Genre moi je sais que littéralement ma blague préférée du film, je pense que c'est celle où Vincent Lindon dit oui avec son portable. Enfin, c'est un truc débile, mais qui me fait vraiment beaucoup rigoler. Et en fait j'ai quand même l'impression qu'il y avait déjà un peu cette volonté là dans le film, déjà qu'effectivement, la première partie du film, il y a plein de choses qui se passent, en termes de gore, en termes de rupture de ton, etc. Et qu'en fait, c'est presque comme un moyen de purger l'héritage de Grave. D'une part, déjà, en termes de symbolique, en tuant le personnage de Justine, déjà de base. Justine, qui était le prénom du personnage principal de Grave, donc interprété par Garance Marié, et qui est également interprété par Garance dans Titan. Il n'y a pas normalement de lien entre les deux, mais voilà, on reste quand même sur une logique de prénom, d'autant plus qu'elle s'appelait déjà Justine dans Junior. Et donc il y a, je pense, un peu cette volonté où, dans la première partie, on met vraiment à mort ce qui faisait un peu le succès de Grave. En soi, c'est le côté un peu sauvage, le côté un peu gore choquant, tout l'aspect choc. Et qu'au final, après on part vers autre chose, où là je trouve que je trouve que c'est... c'est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus minimaliste aussi, en termes de... pas forcément en termes d'ambition, mais en termes de personnages, et au niveau de leur lien entre eux. Et c'est vrai que du coup, ça fait un film qui a un rythme un peu bâtard la première fois qu'on le voit. Moi, de toute manière, je sais que beaucoup de mes amis en ont fait l'expérience, et que je trouve que c'est un film qu'il faut voir 2 fois. Bon, évidemment, si vous n'avez pas aimé le film la première fois, je ne vais pas non plus vous forcer à le faire, mais n'allez pas voir le film 7 fois comme ça, comme moi, ça ne servira à rien. Mais je sais que beaucoup de personnes proches de moi qui ont vu le film une 2e fois l'ont beaucoup mieux apprécié, parce qu'en fait, une fois qu'on sait vers quoi le film se dirige, c'est beaucoup plus pratique en fait d'observer un petit peu comment c'est écrit, comment c'est amené aussi. Surtout que comme c'est un film qui justement, on disait, déborde d'éléments. Il y a énormément d'indices sur les liens, beaucoup de non-dits dans le film, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup plus que dans Grave, dans le sens où dans Grave on va dire que
l'univers du film s'arrête quand le film s'arrête en soi. C'est-à-dire que alors oui, on peut essayer d'imaginer vaguement qu'est-ce qui va se passer après la fin de Grave, mais on en reste sur des voilà, sur l'histoire est contenue par le film. Là où dans Titane, il y a beaucoup plus de non-dits et beaucoup plus d'éléments qu'on sait pas vraiment. Genre voilà, pourquoi Alexia tue des gens par exemple, ça c'est quelque chose qu'on sait pas, qu'on peut essayer de deviner, il n'y a pas de réponse précise. Tout comme la question, par exemple, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, la question de est-ce que Vincent sait que c'est son fils ou pas. Il y a plein de choses comme ça. Oh, c'est sûr que non. Et ben ça, il m'a fallu le deuxième visionnage pour ça, tu vois, par exemple. Genre, je sais que la première fois, j'étais en mode. Ça, en fait, ça faisait un peu le trope le trope d'un peu d'une comédie classique où quelqu'un fait un truc de vaudeville. Voilà, c'est ça, un peu la certaine même show et tout. Et donc, je me disais, ouais, c'est un peu. C'est bizarre comme thème, mais pourquoi pas. Et en fait, le truc, c'est quand tu revois le film, tu lis le regard de Vincent Lindon à partir du moment où il voit Alexia. T'es là en mode, ouais non, il sait que c'est pas Adrien, mais que voilà, il a juste besoin d'amour. C'est ça, il a besoin. Il a tellement envie de retrouver son fils que en fait. Et de retrouver son fils, et il en est même au stade où il a juste envie de retrouver quelqu'un. Oui, voilà. C'est exact, c'est surtout ça. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs ce qui me touche le plus en termes de thématique dans le film. C'est Vincent Lindon la thématique la plus touchante. Bah, c'est sûr qu'en soi, si Alexia, je trouve que justement dans son rapport avec son père, etc., a quelque chose de très touchant, même si c'est vrai que c'est très peu abordé finalement. C'est pareil, c'est beaucoup, voilà, c'est littéralement du non-dit. Hein, c'est-à-dire je crois qu'ils n'échangent quasiment pas un mot ensemble de tout le film, même pas un regard. Si, quand il lui ausculte le bide. Ouais, mais c'est un regard très minime, c'est ça, c'est un regard qui est totalement extérieur, quoi. Son père d'ailleurs, c'est Bonello, le cinéaste. Tout à fait. Qui était son prof à la Fémis. Exactement. J'ai appris ça en faisant mes devoirs. Et je pense qu'il y a d'ailleurs toute une symbolique à y trouver là-dedans, dans le sens où je trouve que le but. De quoi? Où est le but? Où est le but? Ouais, le crame. Bah, en fait, je pense que déjà d'une part, je trouve que Agathe Roussel, donc qui interprète Alexia, je trouve dans le film, va avoir des fois un look un peu assez proche finalement de ce que peut avoir Julia Ducournau en interview et choses comme ça. Et je pense que le fait d'utiliser Bonello comme son père, je trouve que c'est pas forcément c'est un message anodin, je pense, parce que voilà, c'est son mentor depuis la Fémis, et le fait qu'en plus pour un deuxième film, donc en plus celui de la confirmation, ce soit ce personnage qui tue le père littéralement, je trouve qu'il y a un peu toute cette une symbolique qui est super intéressante, mais qui apporte, voilà, encore une fois, une couche d'interprétation supplémentaire, qui fait qu'en fait la backstory d'Alexia, bon, c'est pas grand chose, mais il y a des éléments à en tirer dedans. Moi, je suis d'accord en soi. C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est que en fait, pour moi, c'est une grosse faiblesse du film qui tend vers ce dont on parlait un peu, vers un peu de la prétention aussi, c'est que c'est quand même très 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 gros, quoi. Justement, le fait que jusque dans les choix d'acteurs, justement, moi, je le dirais vraiment en mode, non mais, vous vous rendez compte, le père de son personnage principal, c'était son prof à la Fémis. On dirait, c'est vraiment nouvelle vague 2.0, le truc... Si c'est que ça peut se limiter à un clin d'œil. Oui, ça peut être... Oui, mais mais après, le problème, c'est que c'est la thématique principale du film, un peu, c'est la famille, c'est ce rapport justement au père, etc. Et c'est vrai que je trouve ça... C'est pas du tout en soi, je trouve ça mauvais, que ce soit une mauvaise idée. C'est une idée, voilà, c'est un clin d'œil, etc. Appuyé, quoi. Mais voilà, je trouve ça un peu gros déjà, un peu, voilà. Enfin, disons que si c'était juste un film de genre, voilà. Mais vu que c'est quand même un film qui veut vraiment brasser beaucoup de thématiques, qui veut, on sent travailler énormément son aspect et tout ça, je trouve ça vraiment un peu quasi amusant de simplisme, quoi. Je trouve que ça manque quasiment de non-dit finalement, parce qu'il y a très peu de... Moi je suis plus d'accord avec toi. Il y a très peu de dialogue, etc. Ça, bien sûr, c'est évident. Mais je trouve que pour le coup, la mise en scène est tellement démonstrative que ça en dit beaucoup trop, je veux dire. Et ça en dit trop, et ça essentialise énormément les personnages, parce que, du coup, la relation qu'on voit du personnage principal avec son père, c'est juste une relation qui montre une hostilité constante, une incompréhension totale,
et c'est tout. Et en fait, et du coup, mais c'est pas du tout, c'est très simple, et c'est pas si grave que ça que ce soit très simple. Mais du coup, ça ne raconte rien. Enfin, je veux dire, c'est très vide. Le non-dit est plus dans le propos et l'ambiguïté des relations entre les personnages que dans la mise en scène elle-même. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté en fait pour moi. C'est juste. Pour moi, ça m'a laissé avec des questions quand même sur vraiment la portée du message, tu vois. Oui, mais tu vois, au départ, on sent que c'est un père distant, un peu parce qu'il bosse et tout, et du coup, elle essaie de requérir son attention dans la voiture et tout ça, et c'est pour ça qu'il y a un accident. Et après, ils ont un rapport de haine parce que lui, il a un rapport de culpabilité de fou et en même temps, elle lui rend vachement ça. Tu vois, enfin, je trouve que tout ça, je trouve ça très très simple, quoi. Et en soi, encore une fois, c'est pas si grave. Mais vu que c'est quand même un film extrêmement démonstratif au niveau de la mise en scène et tout ça, je trouve ça dommage que ce soit aussi, que tout soit aussi. Moi, je trouve que ce qui est ouvert à l'interprétation, c'est le point de vue du film. Est-ce que le film est vraiment du point de vue d'Alexia ou de Vincent Lindon? Donc en fait, est-ce que le film... Non mais, le film en fait pourrait être vu comme son espèce de caprice à lui, quoi, qui est lui-même en manque de relations humaines, tu vois. Oui. Et donc en fait, par exemple, cette fin ultra appuyée avec la musique d'église, là, l'Alléluia, ça pourrait être dans sa tête, en fait, tu vois. Oui. Ça pourrait être quelque chose, la vision qu'il a lui-même de sa propre salvation, mais en laissant tomber au passage ce qu'il a aimé, tu vois. Mais forcément que le film est quand même du point de vue d'Alexia. Enfin, on est quand on n'est pas avec elle, on la voit pas naître parce qu'elle est petite, mais elle est petite et ça s'arrête quand elle meurt. On dit rien. Tu peux pas être du point de vue de Vincent Lindon à partir de là. On va l'être un peu comme antagoniste. De quoi? Un peu comme antagoniste, je veux dire. Oui. En mode comme vraiment un mec fou qui écrase tout sur son passage pour satisfaire sa propre. Antagoniste, je le vois pas comme ça. C'est fort antagoniste, mais. S'il y a un titan dans ce film, c'est pas Vincent Lindon, je pense que c'est Alexia. Ouais. C'est la titane. Allez. Mais ça veut dire ça d'ailleurs en fait. Titane, c'est le féminin de titan. On dit qu'il y a une titane. Exactement. Mais non, on dit une titan. Non, j'ai vérifié avant de venir. Non, mais puisqu'on parle des thèmes, parce qu'on parle beaucoup des thèmes abordés dans le film, on sait que les gens doivent aller le voir avant d'écouter ce podcast, mais on pourrait peut-être un peu plus... Bah là, on vient de dire littéralement la fin. Donc, à un moment, si vous êtes encore là, c'est que... J'ai juste dit qu'il y avait des Alléluia. Non, t'as dit que ça finissait quand elle meurt. Hein. Non, c'est Léa qui l'a dit. Oui, bah quelqu'un l'a dit en tout cas. C'est la faute à Léa. Non, en tout cas, il y a plusieurs thèmes abordés dans le film et on ne les a pas explicités à l'oral là tout de suite. Je cherchais si Titan ça se conjugue au féminin. Et je cherche juste sur le wiki de Attack on Titan, donc on peut dire qu'on est mal barré. Moi, ce que j'ai trouvé bien, moi j'aime mieux la première partie du film. Voilà, je pense que avant qu'il y ait Vincent Lindon, je voyais où vous voulez aller le film et après, pas que j'étais perdue, mais ça m'a beaucoup moins plu. Ouais. On va dire. Enfin, a posteriori, j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes, mais sur le moment, ça m'a beaucoup moins plu. Et moi, ce que j'aime beaucoup par contre dans le film, c'est que le monstre féminin, pour la première fois, ou peut-être pour la première fois, parce que j'ai pas vu tous les films de la Terre, avant, dans le cinéma d'horreur, les monstres féminins au cinéma, c'était quand même toujours plus ou moins vis-à-vis d'une vision patriarcale, c'était la séductrice ou la mère castratrice, la vampire. Ils sont même dans la mythologie, voilà, les ce genre de choses. féminins. Et là, on a un monstre en fait qui sort complètement de tout code, qui sort entièrement de toute forme de sexualité interhumain, parce qu'en fait, sa sexualité, elle va la vivre avec des voitures. Et en fait, on a un personnage qui, avant qu'elle tue des gens sympas, me semble vraiment, d'un point de vue cinéma, très intéressant. Un point de vue de cinéma d'horreur. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de ça, en le voyant la première fois. Si c'est une réflexion que vous êtes fait ou pas. Alors, moi, peut-être pas dans ces termes, mais en fait, je me suis dit qu'il y avait ce truc effectivement très intéressant, qu'il y a très peu au cinéma de personnages foncièrement mauvais comme ça, dans le sens... donc, on pourrait avoir genre un animal lecteur, mais au féminin, ça n'existe pas, parce qu'on essaie toujours de rattacher à un truc. Donc, tu disais, la mère dominatrice ou quoi, c'est toujours la parabole de quelque chose, et que finalement, le personnage du mal absolu, où on justifie rien, c'est juste que le personnage est comme ça, genre, je sais pas, Henry, le portrait d'un serial killer, tu vois, des trucs comme ça, au féminin, ça existe très peu, parce que on essaie toujours d'avoir un fond derrière, et en fait, d'avoir un truc qui soit purement gratuit, entre guillemets, bah c'est pas mal aussi, parce que
il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, quoi. Je sais qu'un élément que j'ai beaucoup aimé dans le film, malgré tout, c'est justement dans ce côté pourquoi Alexia tue toutes ces personnes, c'est que le film ne répond pas vraiment à cette question, alors peut-être de manière un peu métaphorique, etc. Mais au moins ce qui est pas plus mal, c'est que le film il ne tombe pas, tu vois, dans les écueils de la psychophobie ou des trucs comme ça, genre ils sont pas en mode voilà, j'ai des soucis dans sa tête, etc. Non, ça va, non, au contraire, parce que tu sens très bien qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle a un côté très rigoureux dans ses meurtres et dans ses choix. D'autant plus que voilà, ils le disent à un moment, elle va tuer des mecs comme des meufs. Voilà, on le voit même d'ailleurs aussi. Mais par contre, après, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est quand tu dis qu'on voit une personne, on voit une personne dénuée toute sexualité. Je suis pas forcément sûr. Interhumain. Ah, interhumain, oui, effectivement. Mais tu vois, parce qu'au final, que ce soit dans Grave comme dans Titane, on a des personnages féminins qui utilisent la sexualité pour dominer au final. Au contraire, d'ailleurs, le rapport à la sexualité dans le cinéma du Cournot, il est très important. Même dans Junior, bon, sexualité c'est peut-être un peu dit, c'est un premier bisou. C'est un premier bisou, mais ça commence par là. Dans Grave, on n'a même plus besoin de dire pourquoi, tellement c'est obvious. N'est-ce pas, Thomas? Ouais, bien sûr. J'adore ce film, j'ai vu beaucoup de fois. Ouais. Mais dans Titane, il y a toujours un. Moi j'ai l'impression que dans la sexualité et les personnages féminins dans le cinéma du Cournot, c'est toujours. Il y a une sexualité qui peut ne pas être acceptée par les autres, un truc un peu âpre, qui colle pas, tu vois, quelque chose comme. Ça dérangerait presque en fait. Et ça perturbe le personnage en question. Et le spectateur aussi. Et le spectateur. Là, dans Titane, on a vraiment l'illustration haute, puisqu'en plus, c'est de l'amour avec une voiture. Déjà, je pense que tout spectateur s'est dit, mais comment c'est humainement possible? Et ce n'est pas humainement possible, c'est de la métaphore, je pense. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Il faut l'amour avec une voiture? Bah oui. Mais si. Vas-y, explique-nous. La façon dont c'est représenté dans le film, c'est pas trop possible, ouais. Non, mais il y a vraiment des mécanophiles, il y en a plein. Hein. Oui, mais là en fait, c'est pas. Il crash, je pense que t'as une voiture. Là, dans Titane, t'as un truc un peu à la Christine où t'as une voiture qui bouge toute seule, qui fait du rentre-dedans au personnage. Surtout, c'est que c'est mis en scène de manière à ce qu'on comprenne que objectivement, elle ne fait rien de spécial en fait. C'est ça. Je veux dire, elle est sur des sièges, je veux dire, il y a rien avec, je sais pas, il y a pas de délire avec le lever de vitesse ou des trucs comme ça, quoi. Ce qui pourrait être possible, mais là, c'est pas le cas. Lisez Crash. Et justement, regardez le film aussi. Hein. Je pense que c'est le moment pour en parler quand même, c'est que toute cette première partie de film, ça fait quand même tellement référence à Crash, sous tellement d'angles différents, que je trouve même ça, pareil, ça pourrait être un peu lourd, mais après je suis quand même d'accord avec toi, Léa, du fait que ce qui est très intéressant, c'est que Cronenberg, il utilise ça vraiment pour... il parle comme du Cournot finalement, un peu de cette idée de trauma quand même, etc. Parce que c'est vrai que ils ont ça en commun, que ça parle de personnages qui ont été tellement traumatisés par des accidents qu'ils en ont perdu une partie d'eux-mêmes et qu'ils essaient de se raccrocher au véhicule parce que c'est ça qui les a fait être fragmentés, quoi, finalement. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même intéressant et assez audacieux, cette manière de montrer le vide émotionnel du personnage en n'incluant pas d'autres êtres humains du film. Mais donc je suis d'accord que thématiquement c'est très intéressant, mais je trouve que pour le coup émotionnellement ça fait quelque chose de très très vide et froid, là où Crash est vraiment très très touchant, je trouve, dans ce truc où justement ça, vu que c'est des personnages qui cherchent à s'enlacer dans une voiture, ça crée un truc vraiment très très désespéré, etc. Alors que là j'ai quand même des petits problèmes avec ces scènes de sexe automobile dans Titane. C'est que là où c'est censé thématiquement être quand même quelque chose d'assez fort et justement qui représente vraiment le vide du personnage, etc., je trouve ça un peu quasi burlesque parfois la manière dont c'est représenté, et je trouve que pour le coup ça ridiculise un petit peu cette forme de sexualité alternative qui déjà existe en vrai et qui en plus rend un peu le personnage, qui décrédibilise aussi le personnage quelque part. Et surtout que c'est un peu expédié par la mise en scène en plus, quoi.
Et en fait, en vous entendant parler de sa sexualité avec des voitures, je trouve ça plus cohérent. Et en voyant le film la première fois, je trouvais ça vraiment du rajout gratuit. Oui, c'est ça. Parce que c'est montré 2 fois et très vite. Et puis c'est surtout, c'est vrai, ce plan où on voit la caméra, on voit un peu Agathe Roussel dans la voiture, seins nus, qui bouge comme ça. Et de loin, on voit juste la voiture qui saute avec les phares comme ça. C'est, on dirait un film de Max Pécasse, mais juste avec une voiture et une meuf au lieu d'une meuf et un mec, quoi. Moi, c'est le truc de GTA V où t'as juste la voiture qui est... Grave. Parce que du coup, c'est parce que j'ai dit que le rapport de la sexualité avec les voitures... T'as changé un peu d'avis sur ces scènes, toi aussi? Non, moi j'aime... Parce que je vais le redire après. Moi j'aime beaucoup ce côté-là, mais je regrette qu'on n'ait pas plus dans Titan. Ah oui, c'est ça, c'est que c'est pas En fait, exploité. moi je crois que j'aime beaucoup le début. Au début, je me suis dit, ça va être un film incroyable. Quand elle baise avec sa voiture et qu'après elle tue le gars, j'étais en mode, c'est bon, j'aime ce film. Et après, il y a Vincent Lindon, et je me dis, ok, c'est pas du tout ce que je pensais comme film. C'est ça le problème. C'est que moi, alors déjà, je vois ce que tu dis sur les rapports, enfin sur la froideur du personnage que ça entraîne, ces scènes d'amour automobile, mais moi je pense que c'est intéressant parce que ça disait quelque chose sur en fait l'absurdité des rapports humains que ressent le personnage et qui est pas si idiote à ressentir nous en tant que spectateurs aussi, tu vois. Et qu'en fait elle se dédouane de tout rapport humain pour se concentrer sur les bagnoles, quoi. Et moi j'aime beaucoup le film au début quand elle est à poil, elle est en tenue sexy, pardon, soyons précis, sur sa bagnole pendant des salons automobiles en train de danser. Moi je me suis dit, elle fait ce qu'elle aime être seule, elle aime danser, ça on aura confirmation plus tard, elle aime les voitures. Moi je dis que c'était un métier parfait pour elle, elle avait toutes les compétences requises pour ce boulot. Finalement, on pourra reparler plus tard, mais ce boulot c'était surtout une vision de la femme très particulière, très sexualisée, qui finalement engendre d'autres violences chez le personnage d'Alexia. Après, je suis complètement d'accord avec toi, pareil, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Il y a à redire sur le plan séquence, je trouve, de quasi-introduction, je sais plus si c'est le premier, du salon automobile. J'ai des problèmes avec ce plan. Mais je trouve que, pareil, cette idée d'en faire une danseuse automobile, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais je trouve, pareil, je trouvais ça très intéressant. Là, que les chorégraphies et tout sont vraiment très bien, on sent vraiment c'est l'espèce de... la manière dont l'érotisme est mis en scène, et c'est intéressant, etc. Mais je trouve que et je suis désolé, je reviens encore à ça, c'est pas du tout que je fais une marotte, mais c'est que je trouve ça tellement c'est tellement précis comme référence, la référence à Crash, que je reviens à ça encore une fois. Et je trouve que justement l'absurdité des rapports humains est bien mieux mise en scène par Cronenberg, justement en mettant en scène des humains, des paires d'humains dans des voitures, en fait, parce que ça rend le truc où en fait on sent, il y a des scènes où en fait ils se touchent à peine finalement, où il y a un truc où voilà, et c'est comme ça que c'est mis en scène, quoi. Alors que là, encore une fois, j'ai vraiment juste l'impression qu'on nous montre quelque chose de en mode au final c'est quand même bizarre, elle fait du sexe avec des voitures. Non mais on est où là? C'est vrai que j'aurais bien aimé bientôt ils pourront se marier. Moi j'aurais aimé que ce côté mécanophile du personnage soit plus montré et plus approfondi, parce qu'en plus c'est un peu la base de Titan. Enfin normalement c'est dans le synopsis que j'avais fait, parce que c'est vraiment l'ouverture du film, et moi je trouve vraiment que ça se perd, et en fait c'est pas du tout un film là-dessus, quoi. Surtout que c'est vraiment, il y a un truc, c'est vraiment utilisé que pour faire de l'esthétique à un moment, tu vois. Ça sert pour la beauté de deux plans, mais vraiment t'as pas l'impression que c'est plus creusé que ça. Ça entraîne le fait qu'elle tombe enceinte d'une voiture quand même. Oui, c'est un peu le début de l'histoire. Mais après, très sincèrement, c'est la porte d'entrée. Je sais que ça, justement, tu reprochais. Mais elle tombe enceinte de qui alors? On a bébé en métal. Mais il a d'où le bébé en métal? Il a pas des phares. Non, mais si, il a du métal. Je crois qu'il vient d'où? Non, mais ceci étant dit, je pense que c'est peut-être une surinterprétation, mais je pense vraiment pas, parce que c'est quand même assez gros sabot au niveau de la fin. Mais c'est une histoire d'Immaculée Conception quand même. Immaculée, ouais. Je sais pas, elle a quand même fait. Oui, mais avec une voiture. Oui, mais c'est magique. Oui, mais le fait est qu'elle accouche quand même sur un alléluia avec un espèce de martyr qui lui sort ça du bide. Et le fait est qu'elle a pas eu de semence a priori qui a fait ça.
Je pense que c'est la voiture. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est ça, il y a quand même un truc. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc où en mode, elle accouche justement d'un nouvel être qui annonce une nouvelle ère. Moi, j'étais plutôt quoi. Oui, si c'est ça, genre pourquoi le film est à ce point pas l'accent sur son côté mécanophile, tu vois? C'est-à-dire, parce que c'est pas ça en fait le sujet du film. C'est ça en fait, c'est que le film est plus sur la rédemption en fait de Alexia, sa nouvelle humanité en fait. Et je pense plutôt que cette humanité prend la forme du bébé qu'elle a en fait. Et pour moi c'est qui reprend les mêmes traits qu'elle. Et je pense que c'est là où vers quoi tu tends Léa aussi dans tes arguments, c'est que au final je trouve que pour tout ce qui est vision de la sexualité, des genres, etc. Au film, je trouve que c'est un film très conservateur finalement. À la fin, il y a un retour à la norme terrible. Puis ça commence par ce personnage qui a une sexualité pour le moins alternative, mais accomplie quand même. Et et qui rejette vachement la sexualité traditionnelle, que ce soit avec les hommes ou les femmes. Et à la fin, ça finit par son décès certes, mais quand même dans une forme de rédemption où elle enfante en plus, où elle fait ce pourquoi elle est née quoi. Voilà, plus ou moins. C'est une femme. Et après avoir pas fait l'amour, mais accompli un acte d'amour sous la forme d'un baiser avec un homme mûr qui représente une forme de père. Enfin, je trouve ça quand même très... Quand on le voit comme ça fait quand même très 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 conservateur. Je me demandais si c'était pas juste pour représenter ce qui se passe dans la tête de Lindon, tu vois. Oui, si c'était pas quasi ironique. Sa salvation à lui, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose comme ça ou si j'interprète, mais... Là, pour le coup, c'est du coup sur l'aspect où je disais que c'était très convenu la fin, c'est que, effectivement, du coup, c'est l'histoire d'une femme qui doit vivre en tant qu'homme, du coup... Il y a aussi des questions sur son genre. Il y a du coup notamment la scène du bus où du coup elle a le confort que des mecs ne viennent pas la faire chier. Et en même temps, t'as un peu sa lâcheté à elle où elle va pas aider une autre meuf qui vont faire chier justement. Et donc ça se termine sur... Donc le film, son arc se termine sur... En fait, elle se retrouve quand même dans sa féminité. Ok, mais alors comment est-ce qu'ils ont représenté son retour à la féminité dans le sens... son expression genrée et féminin, elle veut baiser Vincent Lindon et elle accouche. Non, c'est le prénom à la fin, c'est ça qui est la clé. Non, mais oui, bien sûr. Il y a évidemment le truc de je m'appelle Alexia à la fin, donc, qui est vraiment son truc de oui, en fait, considère-moi en tant que femme. Mais dans les faits, ces deux actions qu'elle fait en redevenant femme, entre guillemets, c'est de vouloir baiser Vincent Lindon et d'accoucher, quoi. Comme toutes les femmes. Et voilà. Mais c'est là où je dis que le film est quand même assez essentialiste. Alors moi je pense pas, ou alors si elle a voulu le faire, c'est très mal fait. Mais je pense pas qu'elle ait vraiment voulu parler de transidentité. Au début j'ai cru, en le voyant, à chaud, à vif, vraiment j'étais vénère. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle reprend des esthétiques, le bandage, ou à un moment elle se met du mascara ou du cambouis sur les bords des moustaches comme ça. Et c'est un truc que font les drag kings quand ils se king en homme et que font parfois les personnes transgenres quand ils veulent se faire des moustaches. Donc c'est vraiment reprendre une esthétique. Mais en réfléchissant au film, quand même, elle choisit pas de devenir Adrien. Enfin, elle le fait. Oui, bien sûr. Elle le fait pour vaguement tenter d'échapper à des flics pendant 20 minutes et finalement elle se retrouve. C'est ça, c'est plus une question de survie en fait pour elle, on va dire. Oui. Mais en fait, au début, on pourrait se demander si cette survie est métaphorique. Est-ce que pour survivre en tant que personne, elle devait passer par là? C'est une question légitime que Julia Ducournau aurait pu aborder, mais ça, je sais pas. Mais en fait, je trouve que c'est tellement superficiel, toutes ces questions de genre, et ça prend vachement de temps. Ça prend plus de temps que toutes les scènes de sexe avec les voitures, ce qui est bien dommage, quand même. Pour moi, c'est un peu le cœur du film, quand même, au niveau thématique. Mais finalement, je trouve que ça raconte rien du tout. En fait, c'est pas du tout une femme transgenre ou un homme transgenre, c'est juste une meuf qui a voulu se planquer et... elle s'est fait embrigader là-dedans et c'est tout. Je pense qu'on en avait parlé rapidement un petit peu avant d'enregistrer, mais je pense que c'est juste une question déjà de... Enfin, surtout que c'est un film sur la quête d'identité, sur la quête de la recherche d'une famille et de... Oui, mais bien plus que les questions de transidentité. Quoi. Ah, bien sûr, bien plus. Mais c'est pour ça, c'est que le film joue de toute manière avec cette côté, entre guillemets, gender fluid, même si c'est très très peu en soi. Enfin, c'est très très peu. C'est quelque chose qui était déjà un petit peu en surface dans le grave, un petit peu. Par exemple, notamment tout le côté justement, le retour du elle veut baiser Vincent, etc. Je sais pas en fait, parce que je pense que c'est quelque chose de plus. C'est pas forcément le symbole en soi que représente Vincent, etc. C'est plus une sorte de, je pense, une sorte de proximité
physique, mais enfin, c'est quelque chose qui effectivement peut être mal interprété, clairement, mais qui a la même signification que la scène de sexe dans Grave, par exemple. C'est une scène de sexe qui, alors que voilà, pourtant Adrien se considère comme homo 100%, etc. Il y a il y a cette scène là qui se passe, qui brouille un petit peu aussi toutes ces questions, pareil, d'identité, de qui je suis, etc. C'est peut-être un peu ce côté transcender en fait, transcender qui je suis, pas vouloir rentrer en des cases. C'est comme l'idée voilà de montrer et que ce soit dans Grave ou dans Titane d'ailleurs, de montrer à chaque fois, c'est quelque chose aussi qui me passionne dans les deux, c'est le fait de nous montrer deux univers de boys club, quoi, littéralement, quoi. C'est-à-dire que d'abord on a le milieu le milieu du bizutage, etc. Donc un milieu où la masculinité toxique est très très présente. Et pareil, genre on est à... De quoi ? Le milieu avec les pompiers. Voilà, et là les pompiers, c'est un milieu qui est considéré comme viril. Qui s'est mis en scène de façon... Ils écoutent du crump, hein, ils dansent du crump. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est que tout est tordu en fait, tout est tordu de cette même manière à justement en fait un peu... briser ces barrières-là en fait, briser ces barrières. Mais justement, c'est ça qui est vraiment décevant avec Titane. Et d'ailleurs... Ce qui va pas assez loin là-dedans, tu veux dire ? En fait, on a toujours un personnage qui est hors de tout cadre, parce qu'elle présente toujours, en fait, dans Titane, pour faire simple, il y a une scène de danse avec des filles, c'est des filles hyper sexualisées, etc. Il y a une scène de danse avec des mecs, c'est des mecs hyper... virils. Et en fait, ce qu'on comprend, par exemple, c'est que le personnage d'Alexia, j'allais dire Alicia, est totalement en dehors des cases. Et moi, je trouve ça hyper bien de mettre des personnages principaux qui sont... Parce que je pense que Justine, dans Grave, c'était déjà aussi ça. Qui sont en dehors des cases qu'on veut leur donner et qui se cherchent. Mais pourquoi dans Titane, dans ce cas, elle retourne vraiment à son essence de femme, et je sais pas si elle retourne à cette essence. Bien sûr. Et puis elle l'a jamais vraiment quittée quand on la voit mettre une robe en tant qu'Adrien. Ah oui, bien en sûr. fait, on sent qu'elle l'a jamais quittée. Et... elle est quand même un peu dans l'entre-deux sur la fin, quand elle danse sur le camion de pompiers. Pour moi, c'est vraiment ce truc que je trouve un peu intéressant. C'est un entre-deux, mais je trouve que oui, ça va. En fait, c'est que ça va pas assez loin. On a vraiment l'impression d'un retour en arrière à la fin de Titane, quoi, sur ces questions de genre. Ça, je sais pas, parce qu'en soi, tu vois, par exemple, la thématique de la robe, je pense qu'en fait, c'est juste que, à mon avis, c'est plus déjà pour se montrer un peu ce côté, je sais pas, tout le côté maternité, mais au final, tu te rends bien compte que cette robe, au départ, était portée par un mec. Oui. Parce que c'était Adrien qui le portait. Un enfant. Oui, un enfant, certes. Oui. Mais ça reste. Non, mais c'est pas pareil. Mais du coup, tu vois, non, mais je pense que c'est quand même très important dans le sens où ça amène cette idée que tu te poses des questions sur ton genre et tout quand t'es enfant parce que tu grandis et après tu comprends que t'es un mec et du coup tu t'habilles normalement, quoi. Tu vois, c'est pas, je dis pas du tout que c'est ce qu'elle a voulu dire. Mais ça peut très facilement être interprété comme ça, quoi. Tu vois, oh c'est mignon un petit enfant en robe, machin, et puis après, par contre, grand, c'est bizarre, quoi. Je crois que c'est plus de la maladresse. Oui, je pense que c'est de la maladresse. Encore une fois, oui, j'accuse pas du tout. Mais moi non plus, je pense pas du tout que Julia Ducournau soit là-dedans. Mais si tu nous écoutes, on t'aime, Julia. Voilà, on t'aime beaucoup. Mais son retour à son identité féminine, à ce moment de rédemption. C'est pareil, je pense que c'est pas un truc de malveillance, mais c'est très maladroit, tu vois. Ouais, c'est pas très judicieux d'associer ça, comme je trouve que c'est pas très judicieux en fait d'associer les questions de transidentité à la mutation, quoi, aussi fermement. Oui, tu vois. au body horror en plus. C'est surtout que c'est une mutation qu'elle subit en fait. C'est très violent, c'est la violence le problème. En fait, la violence qu'on peut voir dans la transidentité serait plutôt une violence sociale, tu vois. Oui. Genre ce que les gens subissent, alors que le film en fait une violence corporelle et intérieure, tu vois. Genre vraiment, c'est un chemin de croix. C'est encore dans la douleur, voilà. quoi. C'est un chemin de croix personnel de vivre sa transidentité et ça n'a rien à voir avec les autres. Puis, en fait, c'est un peu dommage que le film reprenne que les problématiques de la transidentité pour le compte de l'esthétisme, finalement, tu vois. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça amène. En fait, pour le body horror, je trouve que c'est surtout ça lie le fait de vouloir changer physiquement à quelque chose de purement horrifique et malsain et contre nature, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais moi je suis totalement d'accord avec ça et c'est ça qui était décevant en regardant le film, quoi. En fait, pour moi, peut-être le problème, en fait, c'est que comme on l'a dit, c'est pas que c'est foncièrement ce qu'elle veut dire, mais que ça peut être interprété comme ça. Et en fait, le problème, c'est que comme le film se veut un peu évasif et justement ne veut pas donner de réponse précise, ce qui peut être une vision d'autrice valable, mais le problème, c'est que sur ces thématiques, comme ça peut être très vite mal interprété,
forcément on peut pas. Forcément ça peut induire cette vision en fait, je sais, très néfaste de la chose en fait. À quoi on voit que c'est pas de la malveillance, c'est qu'elle faisait pareil dans Junior, c'est-à-dire, mais avec pas avec la transidentité, mais avec l'adolescence. Donc, en fait, elle va chercher quelque chose dans la réalité qui pourrait être sujet à un sujet de body horror, quoi. C'est moins gênant avec l'adolescence qu'avec la transidentité quand même. Mais en fait, je pense vraiment pas que ce soit maladroit, quoi. Je pense vraiment pas que ce soit un film de transidentité. Je pense que c'est un film qui questionne plein de choses sur l'identité et dont le genre. Mais je pense vraiment pas que ce soit un film sur la transidentité. Je pense que ça ne questionne pas assez, surtout comme beaucoup de choses, parce que ça veut mettre plein de choses et que ça en survole beaucoup ici. Donc c'est pas un film sur la transidentité, mais en fait ça l'utilise pour arriver à ses fins, comme la voiture, comme la mécanophobie, comme d'autres choses. Je suis pas sûre qu'elle ait voulu parler vraiment de transidentité. Non, je pense que c'est plus le symbolisme, genre, le symbolisme de l'homme, de la femme. Ouais. Moi par exemple, je trouve que, tu vois, dans ce côté, genre, oui, elle veut revenir en tant que femme et tout, je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a plein d'éléments. Enfin, c'est la sensation que laisse la fin. Oui. Effectivement, sauf que après, dans le même temps, dans tout son parcours, on voit très bien qu'elle refuse de revenir à cette condition-là. C'est-à-dire que, justement, pour moi, la scène du bus que j'aime énormément, où en fait, c'est. On voit son abandon en fait. Elle se dit, je veux. Tu l'aimes la scène du bus? Non, mais je l'aime parce que. Quand elle danse ou quand elle laisse la meuf à son. Quand elle laisse la meuf à son. Ah, quelle horreur cette scène. Ah, mais elle est atroce, bien sûr qu'elle est atroce. Je vais pas dire, oh, elle est super bien. Non, bien sûr. Moi, je me suis bien marré. J'étais tout seul marré dans la salle, tout le monde me regardait, je voyais pas pourquoi. Non, mais c'est ça, mais justement, je la trouve d'une cruauté, d'une cruauté terrible. C'est problématique quand après on nous demande d'avoir de l'empathie pour ce personnage. Mais oui, voilà, c'est là où je dis que moi, à la fin, quand elle meurt, je disais tout à l'heure en antenne, je sais pas si ça se dit. En off, oui, pardon. Et à vous les studios. Je disais que je sais que le film se veut sur une rédemption, mais moi à la fin, quand elle meurt, j'ai aucune sympathie pour elle, toujours pas quoi. Elle a beau s'être sacrifiée pour donner la vie, moi ça me fait ni chaud ni froid parce que c'est un personnage horrible, égoïste du début à la fin, qui laisse crever qui tue des gens et qui après laisse en crever d'autres. Mais on voit aussi dans la scène du bus qu'en fait en partant, elle refuse de retourner dans ce monde-là où elle était qu'un objet sexuel, qu'elle était justement l'objet qui est montré dans le plan séquence du début. Enfin justement pour moi le plan séquence du début c'est pas le point de vue pour moi c'est pas le point de vue de Julia Ducournau, c'est plus le point de vue c'est le purement point de vue masculin en fait, quand on voit toutes les femmes avec les voitures etc machin. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu montrer. Le point de vue très fétichiste quoi. Mais je pense que c'est ce qu'elle a voulu montrer. Après moi dans la logique du personnage je trouve, en fait au début je me suis dit mais c'est assez logique, elle kiffe les voitures, elle kiffe la danse, elle est tranquille, elle est en train de danser sur des voitures. Oui bien sûr. En soi, au début, je me suis dit, je voyais pas le problème avec cette scène. Au tout début, avant la suite du film. Enfin. J'ai lu une interview hier, je crois, où elle expliquait justement que cette scène, ce premier truc, c'était vraiment un leurre pour elle, où justement elle voulait faire croire à un regard masculin en entrant dans le film pour faire évoluer justement ça et surprendre les gens après. Mais ok. Mais si j'avais pas lu cette interview, j'aurais pas vu ça comme ça. Et en fait, je trouve ça con de devoir lire une interview pour pouvoir comprendre le truc. Parce que, en soi, quand j'ai vu ça, j'étais là en mode... bah nickel, un film de genre qui ouvre sur le cul d'une meuf, super. J'en avais jamais vu, tiens, ça fait du bien. Hein. Ça, fou. C'est pour ça que j'ai cru au début que c'était un mec qui... mais justement, en soi, du coup... Je comprends qu'elle ait voulu faire ça thématiquement, mais c'est pareil, je trouve ça encore une fois très maladroit aussi. Et du coup, sur la question genrée, parce que du coup, on parle depuis le départ, moi je trouve que, pour le coup, je la trouve vraiment intéressante dans la façon dont elle dépeint le virilisme, en fait, notamment le milieu pompier. Et il y a ça un peu dans Grave, du moins la partie que j'ai vue de Grave. Nickel. Désolé. Il y a aussi des questions de genre dans Grave du point de vue féminin. Tu verras les 40 minutes. Désolé. Je trouve creuser de manière plus intéressante. Oui, d'ailleurs. Et que pour le coup, du coup, la moins importante surtout, je trouve. Du coup, l'aspect féminin dans Titane, alors c'est peut-être mon point de vue masculin en fait, mais je trouve vaguement intéressant, mais pas plus fouillé que ça. Alors que le propos sur le virilisme, il me semble beaucoup plus évident. Ouais, complètement. Et c'est réussi de ce côté-là, je trouve. Et pour moi, il y a vraiment ce truc vraiment inquantifiable de ah, c'est bien vu ça, en fait. Mais en fait, là, je crois que c'est toi, Léa, qui en parlait un peu tout à l'heure. Du fait, ce que je trouve mieux dans Grave que dans Titane de ce point de vue-là, c'est que je trouve ça beaucoup plus subtil dans Grave. Enfin, bon, c'est pas non plus. Ça reste film de genre, c'est pas prétentieux non plus.
Mais je veux dire, justement, je trouve que dans Titan, c'est quand même très très gros. Ce truc de pompiers où c'est tous des gros neuneux qui se bourrent dedans dans la caserne. Alors que en disant, quand il y a quelqu'un d'apparence masculine qui danse comme une meuf, PD Ils disent pas ça, ils sont hyper gênés. Oui, J'ai voilà, jamais vu des gens aussi gênés que des mais gens c'est comme vraiment lourd, quoi. Je trouve qu'il y en a pas un pour rattraper les autres, quoi. Alors que justement, je trouve Même ça... Vincent Lindon, il est gêné, c'est plus foot. Oui, c'est ça. Alors Je pense qu'en fait, surtout Vincent Lindon, lui, il est surtout perdu parce qu'il C'est voit. son fils qui... Justement parce qu'il sait, il a la confirmation que c'est pas son fils, quoi. Bon, déjà, il a vu seins nus une scène avant, quoi, donc certes. Mais là, voilà, c'est juste qu'il a la confirmation. Mais après, moi, c'est. Là, ça amène en fait une de mes théories que j'ai sur le film, sur le fait que de toute manière, à mes yeux, en fait, Adrien est mort depuis le début. Ça, c'est sûr. Mais que en fait, tu vois, que Vincent Lindon, en fait, on est un peu. Pas la cause, mais c'est ça en fait, c'est qu'il y a ce côté meurtri, pas juste disparu. Tu penses qu'il serait Pas responsable plus ou moins Oui, au moins. Au moins, c'est la théorie. je pense qu'il se considère comme responsable. Oui, il y a Ouais, l'aspect c'est culpabilisateur, Ouais, comme le complètement. personnage de Bonello en fait. Oui, oui. C'est Ouais, c'est totalement, logique. bien sûr. Mhm. C'est ça, c'est qu'il y a ces deux côtés, voilà, c'est deux côtés père responsable, etc. quoi. Mais c'est surtout que du coup, et même voilà, ce côté virilisme en fait que j'aime beaucoup justement dans le personnage de Vincent Lindon, qui je trouve a une fragilité qui est fantastique et qui en fait, même lui en fait a un peu a une image mais complètement brisée quoi en fait, dans ce côté où à la fois il essaye de rester viril avec voilà, être ultra bodybuildé, ultra enfin voilà, ultra badass, ultra autoritaire, etc. Alors qu'en fait voilà, on a des scènes où on voit très bien qu'il n'arrive même pas à faire une traction, etc. Enfin c'est encore une fois voilà, c'est cette question d'image, cette question de la différence entre ce qu'on renvoie de nous et ce qu'on est vraiment. C'est un truc qui est super qui est super présent dans le film et Ah oui, vraiment, c'est... et c'est quelque On chose répète, que c'est j'aime un bien. film sur la quête de soi. C'est ça, bien d'identité. sûr, c'est sur la quête de soi, sur aussi voilà, beaucoup ce côté rencontre d'individus brisés et qui, par leur différence, en fait, vont réussir à s'unir et à presque finalement échanger leur point de vue aussi. C'est rigolo parce que, alors je dis pas, le film n'a rien à voir avec ce genre ou quoi, mais ils ont presque une relation de buddy movie en fait, Alexia et Vincent. Dans le sens personnages opposés mais qui vont se retrouver justement par donc le côté personnage brisé et où ça va former ce duo un peu dysfonctionnel mais évident en fait qui se retrouvent ensemble. Mais qui est en Ça même va temps- clairement rappeler 21 Jump Street. Hein. Ouais, non, franchement, ça se voit bien que Channing Tatum c'est le daron de Jonah Hill, de toute façon. Mais complètement. Ah, c'est ça, hein. Ouais. Mais non mais déjà il y a ça et puis forcément mais c'est ce qui amène justement plein de scènes, des scènes tellement ultra touchantes dedans, genre je sais que déjà la scène où il lui apprend à faire le massage cardiaque sur la Macarena, etc. Je sais que quand j'avais vu la première fois cette scène-là m'avait un peu gêné, justement je trouvais que l'humour était un peu trop grossier. Et pareil, en le revoyant, en fait, je trouve que en fait, je trouve que la scène fonctionne très bien dans ce côté léger. J'ai trouvé que la deuxième fois ça passait mieux. Ouais, que la dans le première. côté léger, etc. Je trouve qu'il y a une vraie complicité en fait entre les personnages lors de cette scène-là. En plus, avec la petite rivalité qu'il y a avec. Oui, le fils qui était là un peu à la base. C'est quoi. ça, tout à fait, avec Conscience. Ouais. Ah, il s'appelle Conscience. C'est son. J'avais Il oublié. s'appelle Conscience. Oui, il s'appelle C'est Conscience. vraiment son nom. Oui. Non, c'est son. Non, c'est son. Je crois que C'est son surnom, Son surnom, mais- ouais, c'est son surnom. Il s'appelle Conscience, quoi. Eh ouais. Non, mais J'ai eu un peu de mal avec ce parfois, c'est personnage. Jean-Mich Métaphore, quand même. En fait, je sais pas si j'ai coupé du coup. Non, vas-y. Mais en fait, le fait que il découvre du coup qui est Alexia, qui menace de lui dire et tout, ensuite qui meurt, qui réapparaissent en mode elle a dû la culpabilité et tout. Pour moi, c'est vraiment un truc en trop qu'on aurait pu totalement sortir du film et gagner 5-10 minutes. Je vois pas en fait ce que ça apporte au film. Pour vraiment. moi, je trouve que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un peu juste pour justifier pourquoi est-ce que personne se rend compte que, Oui, et puis pour que c'est Alexia, quoi. et ça appuie aussi ce truc de les pompiers, c'est tous des connards virilistes, à part Vincent Lindon parce qu'il est triste. Mais mais- viriliste mais triste. Oui, voilà, c'est ça. C'est très appuyé, mais c'est vraiment pour parler d'un problème fondamental dans certaines institutions, comme il pourrait y avoir des films sur les problèmes dans la police, tu vois. Tu forces un peu le trait, mais c'est quelque part c'est pour la bonne cause. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu conte au truc, quoi, tu vois, c'est un peu... Oui, complètement. Ouais.
Mais je trouve ça dommage, encore une fois. C'est le stéréotype, quoi. Je trouve ça dommage pour un film qui veut justement taper dans des thématiques comme ça, d'aller trop dans le simplisme. Je trouve ça. C'est surtout qu'en fait, je trouve que de toute façon, Grave et Titane, les deux abordent un peu cette question de se forcer à rentrer dans le rang dans deux entités dont on ne partage pas les valeurs ni l'identité, et qui au final la fin nous montre très bien qu'effectivement ces personnes-là ne font pas partie de ce milieu-là et qu'elles doivent progresser d'elles-mêmes, quoi, en fait. Et encore une fois, je trouve ça vraiment dommage pour un truc qui se base autant sur la mise en scène, de pas taffer un peu ce genre de choses, quoi. Enfin, je pense qu'elle voulait mettre trop de choses. Ouais, voilà, c'est ça, l'univers. C'est un peu surchargé de manière générale. Elle voulait mettre trop de choses dans son propos, et tu vois, si elle veut expliquer les rapports hommes-femmes, elle a pas le temps, tu vois, de faire dans la subtilité partout, quoi, sinon on comprendrait rien. Mais justement, surtout qu'elle veut dire plein de trucs, et même trop de trucs, sûrement. Exactement. Mais je trouve que vraiment, d'ailleurs, j'ai l'impression quasiment de me répéter, dans le sens où dès qu'on aborde un angle du film, j'ai l'impression de dire ça, quoi. En mode, oui, mais c'est tellement gros que... Et du coup, c'est vrai que sur toute la fin du film, au bout d'un moment, je suis là en mode... Et puis c'est ça, en fait c'est bizarre parce que ça fait un sentiment contradictoire qui est d'un côté on est là en mode mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire en fait parce qu'elle nous dit plein de trucs et en même temps vraiment parallèlement à ce sentiment j'ai l'impression que tout est super simple. Oui, parce qu'il y a trop de choses, du coup pas toutes ces thématiques. Ça, et surtout encore une fois par rapport à Grave c'est pas possible. qui je trouve synthétise vraiment super bien de manière très touchante et assez forte même plein de thématiques. Mais là je trouve vraiment que c'est un alignement de trucs qui vont pas un peu nulle part, des questions mais elle a pas le temps d'y répondre en fait, pas à toutes donc voilà, ceci dit quand même, mais mine de rien, moi je pense que les films qui posent des questions sont plutôt, j'ai envie de dire plutôt rares, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas faire un film, surtout une fiction, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile en documentaire, mais c'est parce que je prêche ma paroisse, mais j'ai l'impression que faire un film, une fiction qui raconte, plus que raconter une histoire, te fait vraiment te poser des questions à la sortie, sont assez rares, et même si moi j'ai pas aimé tout le film, il avait ce mérite là, quoi, pour le coup. Ah oui, ça. Non mais encore une fois, j'ai pas du tout détesté le film, j'en suis juste resté très neutre au final, quoi. Parce que d'un côté je respecte le geste et tout ça, mais en même temps voilà, ça m'a laissé vraiment juste très très froid, ça m'a rien fait émotionnellement. Et au niveau des thématiques, encore une fois, j'ai eu l'impression d'un statu quo à la fin, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment cette fin, cette Vierge Marie Vierge Marie. Ouais, cette Vierge Marie qui accouche avec la lumière bleue, alors qu'on n'avait jamais vu une lumière bleue avant dans le film, je pense. Une espèce de clair-obscur hyper appuyé. Mais c'est vrai que, et ça c'est une autre des limitations que je trouve au film, qui est que je suis d'accord que visuellement c'est vraiment très beau, etc., ça y a pas de problème. Mais je trouve que ça manque beaucoup de personnalité par rapport à Grave, justement, où là il y avait ce côté très vraiment très très singulier, je trouve, surtout vraiment pour l'avoir revu. Je trouve qu'il y a des moments, des idées vraiment hyper visuelles de bascule de points, de trucs comme ça qui sont vraiment super intéressantes, quoi. Alors que là, bien sûr que techniquement il y a le plan séquence d'ouverture, toute la séquence de la maison et tout ça, il y a des trucs techniquement irréprochables. Mais après, je trouve que ça s'inscrit beaucoup plus aussi dans une mouvance, vraiment ce retour des lumières un peu 80 avec beaucoup de bleu, etc. C'est quand même quelque chose qui se voit pas mal en ce moment. Il y a un truc très refn comme ça, ce genre de truc. Et aussi, il y a des références très très gialesques aussi. Ne serait-ce qu'avec ce personnage... disons ambivalent au niveau du genre et indéfendable moralement, et avec ces lumières très artificielles, etc. Je trouve ça pareil au final. Pour moi, ça annule un peu l'aspect esthétique du film, qui, c'est vrai, bien sûr, je suis d'accord, encore une fois, techniquement, j'ai rien à y redire, au contraire, mais j'en suis ressorti aussi un peu blasé au final, parce que je trouve que ça manque vraiment de personnalité par rapport à Grave, et même par rapport à beaucoup d'autres films au final. Pour moi on est plus dans l'efficacité que dans l'originalité pure, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois. Non, je suis... oui, mais... Ça dépend ce que tu cherches. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a vraiment cette image et ces attentes
de cinéma d'auteur singulier. Alors que là, ça tranche quand même néanmoins, même si ça tend un peu moins à l'originalité que Grave, ça reste, ça dépasse de la masse sur le cinéma français. Je trouve que ça tranche surtout narrativement avec cette idée d'évolution narrative sous forme de grosses ruptures comme ça. Mais par contre, visuellement, je trouve que ça passe un peu d'un modèle à un autre, avec bien sûr des liens visuels, notamment au niveau des couleurs, etc. Mais voilà, sans spécialement dégager quelque chose de très singulier au niveau de l'expérience visuelle au final. Propre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'étais pas trop d'accord avec ça. Moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça assez singulier. J'emploierais pas ce mot parce que déjà on l'a trop dit. Voilà, ça y est, ça c'est non, et puis en plus, c'est vrai que ça fait un peu référence à plein de cinémas qu'on a vu avant. Moi, je pensais plus à Dario Argento un petit peu. Oui, c'est ça. Personnellement. Mais quand même, moi, je trouve que dans l'utilisation des couleurs, quand même, en plus en ce moment, la mode des couleurs, moi je trouve au cinéma, c'est un peu le flat, tu vois, c'est les couleurs très pastelines, légères, etc. Enfin, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les clips. Et moi je trouve que c'est agressif ce film, et j'ai bien aimé. J'ai aimé être agressée visuellement en fait en voyant ce film. Je sais pas, je trouve que visuellement il y a quand même une patte. On est moins dans le côté des fois presque un peu crasseux qu'avec Grave, effectivement, où des fois Grave jouait beaucoup avec des couleurs jaunes. Grave, jaune, vert, rouge, etc. Enfin, il y avait un côté très avec un grain aussi assez prononcé par moment. Là où forcément Titan c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus soigné visuellement. Mais je trouve que du coup en fait ça apporte un côté plus comment je pourrais dire plus éclatant des fois. Mais qui a vraiment des belles choses, genre justement je trouve que là vous parliez tout à l'heure de la première scène de sexe avec la Cadillac, où je trouve qu'il y a vraiment toute une idée entre l'opposition avec la voiture qui saute et cet intérieur en cuir jaune et tout, où en plus il y a, je sais pas, moi j'ai trouvé un petit côté presque un petit côté bondage en fait avec les ceintures rouges qui étaient autour de ses mains, etc. Enfin, je trouve qu'il y a il y avait une alternance de couleurs par moment, en plus la Cadillac tout en flammes, etc. Où je trouve il y avait une impression de pesanteur, mais par l'image en fait. Et c'est avec l'eau là qui coulait et c'était sombre et en même temps très éclatant. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et non, encore une fois, moi je trouve pour le coup que je pense que c'est une histoire de collaboration aussi avec Ruben Impens. Merci. Sur l'image, mais à un moment quand on voit Vincent Lindon en violet devant son miroir, ça me réconcilie avec les... Alors j'avais un problème avec les scènes de miroir jusque là parce que en cours de cinéma on en a trop vu quoi, mais là vraiment cette scène de et les lumières violettes on en a eu beaucoup ces dernières années aussi. Ouais, ça c'est vrai, mais par contre j'ai trouvé ça incroyable le côté colosse au pied d'argile où on voit la peau de Vincent Lindon, on voit presque tous les détails, cette espèce de colosse mais en fait qui a plein de détails, signes de vieillesse et de fragilité. C'était... Il n'y avait pas besoin de plus que l'image presque parfois dans ce film, et ça c'était une très belle manière de rendre Vincent Lindon à la fois en fait ce colosse au pied d'argile, je pense que c'est une très belle expression en fait, ce côté à la fois monstrueux et en même temps et elle c'est plutôt la vie, femme même plus que forte quoi, c'est qui prend de l'espace alors que c'est quelqu'un d'assez fin quoi en plus. C'est ça qui est presque. C'est quand même encore assez appuyé que Vincent Lindon il est colosse au pied d'argile comme tu dis, je veux dire la mise en scène force un peu dessus quand même. C'est sûr, quand il est tout rose, mais à l'image, à l'image si tu sortais de la narration mais que tu prenais que l'image, c'est merveilleux tu vois. Moi j'ai adoré après l'image. Oui, non, mais après c'est vrai que j'ai un problème moi avec la dernière partie du film, qui est que je trouve que c'est très très long quoi. Je trouve que il y a un truc où ça tourne vraiment en rond au bout d'un moment. Et je comprends cette idée d'installer un truc justement, une atmosphère et un truc où justement les personnages apprennent petit à petit, ils se rapprochent, s'éloignent, voilà. Mais c'est vrai que voir 5 fois en une demi-heure Vincent Lindon se piquer le cul et faire des tractions, il y a un moment je suis là en mode c'est bon, on a compris quoi. Mais c'est un peu pour le coup c'est la descente aux enfers, tu vois, parce que c'est la... Oui, non mais Requiem for a Dream de mais c'est sûr qu'il y a un truc où
il y a un moment, je suis blasé. En fait, blasé. Ça m'a blasé, quoi. J'étais là en mode... J'avais compris les 3 premières fois le principe, quoi. Mais tu vois, genre, en fait, je sais que c'est quelque chose déjà que j'avais reproché à Grave quand je l'avais découvert. Genre, j'étais en mode, le film avait foutu une claque. Mais déjà, à ce moment-là, genre, à la fin du film, le dernier tiers, je me disais à chaque fois, ça traîne un peu, hein, ça traînasse, etc., ça traînasse. Et en fait, je sais que c'est quelque chose qui, finalement, à force de le revoir, etc., alors peut-être que c'est de l'auto-persuasion, je ne sais pas, mais je trouve que quand on le revoit, le montage est d'une fluidité géniale. Et ça m'a fait ça pour Grave comme Titan. Et parce que je pense que voilà, j'adore la collaboration qu'elle a avec donc son monteur qui est Jean-Christophe Bouzy. Et j'adore vraiment, je trouve qu'il a une... alors je sais pas si c'est lui ou elle, mais il y a une... comment dire, j'adore en fait leur manière de couper les scènes, genre les transitions, les cuts d'une scène à l'autre, que je les trouve d'une fluidité et une radicalité fabuleuse, vraiment. J'ai vraiment à chaque fois, dès qu'il y a une transition parfaite dans le truc, je suis c'est beau, c'est ce que j'aime. Mais donc du coup en fait au contraire je trouve que rien que Titan, en le revoyant déjà, encore une fois voilà, quand on sait vers quoi ça se dirige, etc. Parce que pareil, quand je l'avais vu la première fois, j'étais en mode ouais, c'est un peu long. Bon, en plus moi le pauvre, quand je voyais que ça virait vers le drame, j'étais en mode est-ce que ça revient le gore? Et moi j'étais déçu que non, hein, clairement. Mais du coup en le revoyant, je trouve que non, le montage a plutôt une belle fluidité en fait, et que je trouve qu'à partir du moment où je dirais à partir de la scène sur Future Island où ils sont tous en train de danser sur de la lumière rose là, je trouve qu'en fait à partir de cette scène là tout s'enchaîne très très vite en fait. Je trouve qu'il y a très peu de choses à jeter et au final ouais, le déroulé des événements se fait très vite. Après c'est vrai qu'effectivement ce qui peut pêcher au niveau du rythme, c'est que justement, je sais que Julia Ducournau disait dans un Q&A que en fait elle avait écrit le film volontairement en s'affranchissant de tout concept de structure en 3 actes. C'est-à-dire qu'en fait elle voulait vraiment penser le film comme une sorte de flux tendu qui est pas vraiment de build-up, de build-up, de retournement de situation, etc. Et effectivement des fois ça pêche peut-être un petit peu, justement comme on disait, ces défauts de narration là qui alourdissent peut-être un peu le truc, mais finalement je trouve que le montage arrive quand même un peu à rendre le tout suffisamment fluide pour pas que ça soit non plus plombant en fait, que ça plombe totalement la narration. Après moi je pense toujours, je pense que c'était une des peurs de Julia Ducournau, et je pense que tout le monde peut pas connecter émotionnellement avec son personnage. Avec Vincent Lindon peut-être plus, parce qu'il est pathétique. Pas au sens méchant de la chose, mais il est pathétique quoi. Le mec il est triste à pleurer tout le long. C'est une grosse mesquine. Hein. On peut pas. Avant de partir avec ma coloc, elle m'a dit moi de toute façon j'aime aucun perso dans ce film. J'aime pas Vincent Lindon, j'aime pas Alexia. Je disais on peut pas ne pas aimer Vincent Lindon, on peut pas ressentir un truc pour lui. Moi je ressens rien spécial surtout quoi pour lui. Il y a un mec qui est en train de crever devant moi quoi, c'est tout. Enfin, c'est pas. Qui a pas l'air tellement sympa non plus. Enfin voilà, je ressens rien. Je vois un mec qui est en train de crever, ça me. Ni de haine ni d'amour pour ce personnage quoi, c'est trop dans le pathos. Ouais, pour moi aussi. Ouais. Pour moi, c'est un peu le seul personnage pour qui j'en ai. Un mec brisé, égaré et qui a des fragilités de base, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que la mort de son fils, enfin la disparition de son fils est venue accentuer. Mon ressenti vraiment c'était ça. Et elle, j'ai pas réussi à accrocher à la fin avec émotionnellement non plus. Et je pense que tout le monde peut pas. Je pense que tout le monde peut pas accrocher avec ce film émotionnellement, à mon avis. Ouais. Et ça, elle le savait du coup, puisqu'elle disait. C'est toi, Tanguy, qui disait qu'elle avait peur de perdre. Ouais, c'est ça. Disons qu'il y avait, bon, en plus d'une part, il y avait la pression canoise, il y a le fait que, ouais, c'était un film auquel elle tenait beaucoup, parce qu'elle a mis beaucoup d'elle et que, en fait, ça, c'est qu'au fait dans ça, ce qui peut expliquer aussi le fait que ça a été, qu'on puisse paraître le film un peu boursouflé de plein de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que le premier jet du film faisait quasiment 180 pages. Enfin, c'était un truc assez énorme. Et que finalement il a fallu beaucoup de temps pour élaguer le truc. Donc effectivement je pense que c'est aussi pour ça qu'il reste encore forcément quelques petites traces ça et là de toutes ces thématiques qu'elle voulait aborder, mais malgré tout je pense quand même que voilà, c'est moi ce que je retiens du film, c'est que il y a tous ces il y a ses défauts etc, mais dont elle-même était consciente quand elle a fait son discours lors de la Palme d'Or. Elle disait je sais que mon film n'est pas parfait de toute manière. Et je pense que moi, ce qui me marque le plus dans le film,
je sais, et c'est pourquoi j'aime son cinéma de base, c'est parce que c'est pour des raisons qui me sont purement personnelles. C'est que je suis même pas à dire voilà, son cinéma est parfait, son cinéma est irréprochable, non. C'est juste que moi je sais que la manière dont elle utilise ses thématiques et la radicalité qu'elle utilise, c'est quelque chose qui moi me touche. Et là-dessus je pense que c'est pas plus mal au final. Je pense que c'est ce qui est intéressant avec son cinéma, c'est qu'on voit que c'est un cinéma qui est quand même très qui est très émotionnel et qui peut être très personnel aussi dans la manière dont on peut le traiter et l'aborder. Et en cela, c'est pour ça, moi je sais que Titan, je pense que voilà, c'est un peu moi j'avais fait le parallèle avec par exemple Us de Jordan Peele, dans le sens où voilà, c'est un deuxième film après un premier film et qui avait été couronné de succès, était direct propulsé dans les plus grands espoirs du cinéma d'horreur, et en fait c'est un deuxième film presque comment je pourrais dire c'est carte blanche un peu quoi. Bah déjà c'est carte blanche, et puis c'est presque les deux un peu les mêmes défauts, même si j'aime les deux films. Ça. Moi, c'est des films qui veulent trop parler de choses différentes, et du coup c'est pas fixé, alors que les deux premiers, donc Et Grave et ont une efficacité folle. C'est une proposition très forte. Ils sont ingénieux, mais ils savent ne pas aller trop loin en fait. Ils savent se contenir, parce que pour le coup, et Us et Titan, sûrement parce que et Jordan Peele et Julia Ducournau, on a voulu les poser comme icônes vraiment du cinéma horrifique de base. En fait, c'est un peu le revers de la médaille du bouche-à-oreille uniquement positif des premiers films, qui en fait ont amené des choses incroyables. Le fait que Jordan Peele ait eu l'Oscar pour Get Out, c'est fou. Le fait que Julia Ducournau se retrouve non seulement à Cannes, mais en plus gagne la Palme d'Or avec Titan, c'est fou. Et je trouve que c'est quand même des propositions suffisamment fortes pour qu'on soit content de l'état, même si on a vu tous autour de la table qu'on avait des choses à dire dessus. Mais pour le coup, c'est comme s'ils n'avaient pas eu le temps de grandir en tant que réalisateur en fait. Ou alors au contraire. De suite, on attend trop d'eux. Et du coup ça va trop loin. Moi par exemple j'adore Us, voilà, mais je me dis moi j'attends peut-être plus le prochain Jordan Peele à me dire qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Voilà, mais moi j'attends maintenant j'attends les deux, donc maintenant qu'il a fait le petit truc bien serré et le truc où il partait trop partout dans tous les sens. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il va trouver le juste milieu? Ça ne concerne pas que eux deux. C'est un... Non, c'est bien sûr. J'adore Us, mais je me dis c'est la limite du. En fait, que les deux soient. Si ça allait plus loin que ça, par exemple, Us et Titan aussi, dans une certaine mesure, je pense que ça ferait trop. Donc il va falloir pour moi qu'ils trouvent un virage, les deux, tu vois. Bah, j'ai presque l'impression que limite c'est pas forcément des sabotages, mais enfin des auto-sabotages. Mais je pense qu'on sent que Jordan Peele, clairement, quand tu vois Us. Bah ouais, tu sens que le mec a eu un Oscar, du coup Universal, ils ont eu le script, ils lui ont rien dit, il fait bah vas-y carte blanche, et que du coup Jordan Peele a profité de sa stature pour mettre tout ce qu'il voulait. Et je pense que Julia Ducournau un petit peu aussi, dans le sens où elle a tout dégueulé sur papier. On perd un peu en astuce quoi, en ingéniosité de mise en scène et de subtilité quoi. Peut-être un peu, mais après on gagne en autre chose en fait, on gagne en esthétique générale, en production value, enfin. Après, ça dépend des sensibilités. Ça fait des films très très singuliers aussi quand même. Oui, c'est ça. Moi je sais que j'aime ce genre de radicalité. Le cinéma d'auteur et de blockbuster. Après, pour moi, peut-être les meilleurs films. Le fait est que c'est singulier dans sa somme de références. Mais c'est moins singulier. Mais c'est moins. Non, mais si. Mais dans le sens où c'est vrai que c'est rare de voir un film qui va passer comme ça d'un univers à un autre. Quoi. Ça, c'est assez rare. À ce point-là. Mais pour le coup, je trouve que Grave est plus singulier en termes de. en tant qu'œuvre. En tant qu'œuvre par elle-même. Bien sûr qu'il y a aussi des références, etc. Mais voilà. Je termine ce que je voulais dire du coup. Peut-être, en fait, pour moi, dans le système des auteurs, entre guillemets, qui ont beaucoup bossé avec des studios, souvent, pour moi, un peu leur meilleur film, ça va être ceux où il va y avoir un bon équilibre entre ils ont une idée super forte, mais derrière t'as un producteur qui va bien cadrer le truc pour que ça aille pas, pour que ça reste focus, et où ça fasse un truc pas forcément consensuel, mais qui soit à la fois cadré pour le public, mais qui a en même temps l'idée très forte derrière. Je pense que c'est la clé du succès du cinéma coréen, enfin des meilleurs films coréens. Sûrement. Pour moi c'est ça complètement quoi. Ouais. Et en fait, c'est trop cool que et Jordan Peele et Julia Ducournau et d'autres, je sais pas, on peut genre Shyamalan il y a 15 ans,
Le pauvre, lui, il s'est jamais vraiment retrouvé. Monsieur Night Shyamalan. À part sur Split, à mon sens. Quoi, mais c'est trop bien, Old. Non, j'arrive. Ne lançons Moi, pas les sujets. je m'indigne. Le début est incroyable. Première demi-heure incroyable. Faut lire la BD, une sinon, trilogie de films sur les vieux. Old. C'est terrible. Et donc, la BD, ouais. et donc ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est trop cool qu'ils aient eu le film ultra carte blanche où ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais maintenant qu'il y a le bon équilibre avec un truc qui va bien cadrer leur vision, c'est ça qui peut vraiment leur faire passer à un vrai statut de grand réalisateur. Totalement, en fait. ça va être vraiment pour confirmer l'essai, quoi. En fait, faire un classique, c'est super, mais à un moment, si tu veux être un grand réalisateur, faut faire plus que ça. Ça peut perdurer. Mais c'est dur. Hein. je pense que moi, j'avoue que, alors évidemment, moi, clairement, le nouveau film de Jordi Cournot, j'ai très très hâte de le voir encore 9 fois en salle quand il sortira. Mais je sais que oui, j'ai des craintes. Je pense que clairement, Jordi Cournot va faire appel à la même équipe. Hein. Jim Williams à la musique, Robin Pence à la photo. Et ça me fait plaisir. J'espère juste que, justement, par cet équilibre-là, elle parvient à créer une vraie identité, mais qui ne soit pas juste une reproduction de ses codes et de ses tics presque. D'un film à l'autre. Par exemple, le fait que en fait, en soi, je trouve qu'en tant que deuxième film, c'est plaisant. On se dit c'est cool qu'elle reprenne un peu ce truc-là. Mais au bout du troisième film, t'es en mode c'est dommage, il aurait fallu reprendre son truc. Faut pas qu'elle tue le personnage homosexuel en premier dans le troisième. Voilà, par exemple. Mais non, mais c'est pas ça. C'est par exemple le fait que c'est con, mais le simple fait qu'elle commence les deux films par un accident de voiture, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui des choses qui sont intéressantes comme ça, qui permettent vraiment de lier Titan à Grave, mais où tu te dis faut voir ce que ça amène par la suite. Je trouvais déjà que Us s'éloignait beaucoup de Get Out. Je trouvais justement il y avait ce côté beaucoup plus beaucoup moins déjà refusé de parler des mêmes thématiques. Et puis plus ce côté genre oublier le côté un peu thriller à la Blumhouse un peu malin, et en fait aller dans le film d'horreur purement nerd en fait. Enfin, moi, on peut le faire, donc on va le faire quoi. C'est ça. Et au niveau de la gestion des espaces aussi, ces Get Out sont vraiment opposés quoi. Ouais, c'est tout constamment ouvert, il y a constamment c'est la figure du labyrinthe, la figure de... Ils sont toujours très souvent en extérieur, dans des banlieues avec des maisons très écartées, etc. Alors qu'au contraire, Get Out c'est dans une maison. Là c'est très sérieux. Et ça s'appelle Get Out aussi. En plus. C'est vrai. Je réfléchis si j'avais d'autres choses à dire ou pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas de conclusion parce que le film en a pas en fait. Non mais ça va bien comme conclusion, une ouverture sur... Ah oui, non mais c'est une très bonne ouverture effectivement. Après tu peux mettre un Alléluia à la fin. Ah ouais. Le film, voilà. Non mais en conclusion, on pourrait dire que je trouve pas de conclusion parce que le film n'a pas de conclusion, je pense. On fait une conclusion bâclée comme le film. Ceci dit, il y a quand même une conclusion dans le film, il y a un bébé qui naît quoi. Du coup, faut qu'on fasse naître un bébé. Bah ouais, c'est ça, faut faire naître un bébé. Vous voulez bien même jouer Clarence, tu te portes volontaire pour faire naître un bébé? Ouais. Mais t'as dit que baiser une voiture. T'as dit que tu voulais tout à l'heure. Hein. T'es porté volontaire. J'ai pas de voiture. Peut-être petit débat. Est-ce que, bien sûr, on n'a pas vu tout ce qui est à Cannes, mais est-ce que pour vous, ce film méritait une Palme d'Or? Moi j'en sais rien du tout. Moi je suis très content. Je suis très content qu'il l'ait eu. Moi, parce que je trouve que c'est vraiment oui. un bon espoir pour la suite. Ouais, voilà. Moi, juste pour ça vaut le coup, je pense. Puis parce que c'est une femme, voilà, toujours. Exactement, parce que c'est sororité. En termes de symbole, pardon. Ouais, voilà. Donc c'est la deuxième femme à avoir eu la Palme d'Or et c'est la première à l'avoir eu en solo parce que la première fois c'était donc Jane Campion en même temps que Shane Cage qui aujourd'hui fait des gros blockbusters à la solde du pouvoir chinois, comme quoi. Évolution de carrière. Voilà, l'évolution de carrière, c'est compliqué. J'espère, alors même si moi je suis totalement pour que le film de genre il y en ait plus et que c'est une forme d'art incroyable, etc., soit diffusé, mais j'espère que ça va pas entraîner une vague de gens qui vont vouloir faire du film de genre et faire des choses un peu nulles en fait. Elle a déjà bien commencé. Pas de mauvais film. Et je veux dire, Grave a déjà beaucoup relancé un peu la mode du cinéma de genre, etc. Quand il y a eu un petit le CNC qui a mis en place du coup un truc du cinéma de genre, donc présidé par Julia Ducournau, avec en adjoint Quentin Dupieux, en vice-président. J'avoue que quand c'était sorti, moi j'ai vraiment pris ça un peu comme une blague en mode oui c'est bon, c'est encore une énième fois on dit ouais on va essayer de faire du cinéma de genre en France et ça va jamais marcher. Ces derniers mois pour le coup j'ai bien fermé ma bouche. Teddy la nuée.
Allez voir House, la nuit. à mon avis. Voilà, Le dernier voyage Très cool, la nuit. Le dernier voyage. Le dernier voyage, ouais. Après, très le problème étant que Mandibule, malheureusement la plupart de ces Mandibule, films ont fait un bide, Mais, malheureusement. et surtout, Ouais, mais en fait, ils étaient là c'est avant cool que le- juste ces films existent. Oui, Ouais. oui. Tout à fait, C'est à tout à cause du fait. Covid aussi qui sont sortis un peu en même temps. Et Oui, beaucoup de oui, oui. informations. Mais c'est Mais- vrai qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il n'y en a jamais eu autant depuis des En années. tout cas, moi en juste France. j'espère que ça va pas faire comme plein de genres et ça va tomber dans un truc de répétition ou qui finira par se déliter et à la fin Au bout d'un ce moment, sera- ça va arriver, mais déjà, si ça peut se renouveler. Bah, Ouais, le- ça serait déjà bien, ouais. Bah, déjà, le truc, c'est qu'on a tellement peu de cinéma de Oui, genre voilà. en France. On prend ce qui vient. Hein. Bah, en fait, ce que je trouve drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on dit il n'y a pas assez de cinéma de genre en France, c'est toujours quelqu'un qui va dire mais en fait, j'ai vu ce film-là il y a 6 mois, c'était du cinéma de genre en France. Et en fait, oui, en fait, si tu peux citer les 5 derniers sûr, films ouais. de genre que Oxygène. tu as vu, c'était un problème. Oxygène. Oui, Oxygène aussi qu'on n'a pas cité. Alors que, citez-moi les 5 derniers films de genre américains qui sont sortis. Je veux dire, il y en a chaque semaine, quoi. Comment je suis devenu un Escape super-héros Game 2, American Nightmare 5. Eh oui, il y a un truc- Voilà, ouais, c'est pas une pour vraie ça. question. En fait, d'ici à ce que on ait du cinéma de genre nul en France. Alors déjà, on sait faire du cinéma de genre nul comme on sait en faire du très Ah, bien. ouais. Ah oui, oui. Voilà. Et on en parlera forcément sur ce podcast à un moment donné. Invitez-moi cette fois-ci, s'il vous plaît. Mais en fait, déjà, si ça existe, moi je trouve que c'est quand même un truc un Oui, peu oui. cool à la Oui, bien base. sûr. Quoi. Quitte à ce qu'il y ait une vague de gens qui tentent des choses Non, qui bien aboutissent sûr. pas, je veux dire, dans le tas, il y aura forcément des propositions intéressantes Bien qui sûr. vont Mais émerger. disons sûr. que Comme dans les autres cinémas. Et au pire, Qui ça me fait lâchent. juste une bonne blague, genre le pyramide. Voilà. Ouais, ou- J'ai pas vu Pyramide. Alors le manoir, je maintiens qu'on mordicus que la scène avec José Garcia qui double un cochon en espagnol est incroyable. c'est vrai, Voilà. c'est vrai ça. Comment je suis devenu un super-héros aussi, on peut pas citer. Oui, aussi. Très cool. Je trouve que ce film a été injustement J'attends- très mal j'attends critiqué. de le voir. Je trouvais que le film était certes très classique, mais que J'ai il pas était vraiment plutôt bien fait. Voilà. Après, le problème, moi je dirais que je pense, enfin voilà, pour parler globalement, je pense que le problème c'est que le cinéma de genre, à l'heure actuelle, a un peu deux gros soucis. C'est-à-dire que c'est ou alors ça va faire comme la New French Extremity, où au final, pour la majorité des films, c'est des films qui sont trop dans l'horreur, qui se disent juste on va refaire le cinéma d'horreur des années 70 mais en version française, ce qui du coup très souvent ça n'a pas grand intérêt. Ou alors, et c'est un peu la vague actuelle qui me plaît mais qui me satisfait pas à fond, Elle où en doit fait encore évoluer. c'est beaucoup de drames dissimulés en film fantastique, mais qui en fait du coup n'assument pas en fait leur amour du genre. Et je trouve que Oui. pour l'instant Grave c'est un de celui qui a le mieux, ou Titan aussi dans une moindre mesure, mais qui assume le mieux son amour profond du cinéma de genre, mais qui a envie de raconter autre chose. Et moi je sais que Grave, moi je le considère comme un drame avant tout, pas comme un film d'horreur. Moi je suis d'accord avec ça. Ça l'assume trop. Un je trouve, drame et un je veux dire, drame très complexe émotionnellement aussi. Ça serait- oui, Pas c'est ça, justement bien sûr. uniquement comme c'est Ça vrai serait la bien vague de que- films dont tu parles, où c'est vraiment juste des drames sociaux C'est ça, c'est Et pas de drame traditionnels sociaux, avec un élément fantastique Et dedans. peut-être pour le coup aussi, ce qui a pu amener cette petite vague à la suite de Grave, c'est que souvent, un des gros écueils du cinéma de genre français, c'est que, donc à l'inverse du cinéma hollywoodien où tout doit toujours être second degré, on peut rien faire de premier degré, c'est vraiment chiant à un moment. Le cinéma français de genre, à un moment, c'est toujours hyper plombant. c'est ça. C'est Ouais. jamais il y a une personne qui sourit ou quoi. Mhm. C'est toujours des drames Oui, atroce c'est- avec juste une scène de body C'est- horror au milieu et des petits trucs genre Teddy par exemple ou est-ce que c'est du cinéma de genre ou pas, je sais pas, mais genre Ah, Willy si. Premier tu vois, Ah, si, Willy des trucs Premier. comme ça Mm. où ça prend au moins l'ambiance cinéma de genre Mais oui, en fait, et C'est- où ça peut amener aussi une comédie un peu décalée. c'est exactement mon problème avec le cinéma de genre en France, c'est Je que trouve ça on sait c'est pas, cool. Et c'est- pour le coup, dans les derniers films qu'on a cités, il y en a beaucoup qui ont un ton un peu plus léger, en vrai, que je trouve pas plus mal. Si on peut se diversifier un peu, qu'on peut avoir le truc vraiment plombant et le truc un peu léger, c'est Ouais, pas et plus c'est mal. surtout Pas que la c'est nuée vrai en que tout cas. on sait pas Ouais, la nuée, incorporer, c'était pas... on sait pas incorporer des éléments du cinéma de genre dans des films plus normaux, quoi. Mm. On sait pas faire de mélange en France. Oui, Oh, c'est... Ça serait bien, non mais Oh, quand même. ça serait bien qu'on se débarrasse de ce truc où dès qu'il y a un film de genre français, en fait, on le remarque, tu vois, et on le cite comme tel, parce que je veux dire, Ouais, quand bien sûr. un film de genre américain sort, personne dit on va voir un film de genre américain, tu vois. C'est le renouveau du C'est- cinéma de genre voilà. américain. Ouais. En fait, Escape Game 2. et du coup, en fait, ça fait des films de genre qui peuvent être très bien, mais qui ont conscience de devoir être un film de Oui, genre oui. dès le départ, tu vois. Mhm. Devoir être un film de genre, et donc qui en a
qui en portent un peu les codes, parfois un peu trop. Et puis, de façon trop flagrante, un peu comme Titan. Et c'est même une pression à chaque fois inutile. Oui, bien sûr. Genre, quand je suis devenu un super-héros a été vendu à Netflix, ça a été le truc de encore un film de genre français qui sort pas au cinéma. Mais c'est quoi la pression que ce serait manger ce film qui était un gros budget dans une économie post-Covid. Enfin, on est encore dans le Covid, mais du coup, post-réouverture des salles et tout. Envoyer des films au casse-pique comme ça, alors qu'à chaque fois qu'on a un gros flop dans le cinéma de genre français, on part encore sur 50 disettes avant qu'on puisse retenter le moindre truc. Avant que Julia Ducournau leur fasse un autre. Voilà. Donc, les comédies françaises qui ou alors qu'on ait une nouvelle Julia Ducournau. Mais pour l'instant, il y a pas mal de projets là qui se font justement. Là, je sais qu'il y a White Bunch qui a ouvert une nouvelle structure, et je crois qu'ils ont quasiment une dizaine de projets là, en cours. Il y a Paramsomnia aussi qui avait fait son appel à projet là. Il me semble que, je crois qu'ils n'ont pas encore fait leur choix définitif, mais ils veulent en sortir 5 films, je crois. 5 films qu'ils veulent faire. Bah, il y a Joker. On n'a pas cité Kaamelott. De Jokers, évidemment. Oui, Kaamelott d'une certaine manière aussi. Hein. Oui, bien sûr. C'est quand même un sans précédent. Non, totalement. Ouais. Mais bon, après, Paramsomnia, c'est différent. C'est vraiment du petit projet à 1 million d'euros. Mais on sent quand même qu'il y a des propositions. On va terminer. Jérémy doit partir et tout. Conclusion, le cinéma de genre, c'est bien. Il faut en faire plus. Mais c'est mauvais. Oui, exactement. Parce que des fois, c'est mal. Conclusion, faites des bons films. S'il vous plaît. Vous pouvez par exemple écouter l'épisode 3 de Et pour quelques séances de plus, où nous parlons de The Prodigies, un autre projet très ambitieux de cinéma de genre français, dont on a été un peu mitigé. Voilà, donc vous pouvez écouter ça. Voilà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci de nous avoir écoutés. Donc suivez Rien à regarder sur vos réseaux préférés. Tanguy, merci beaucoup d'avoir été notre guest. Est-ce que tu as des choses dont tu veux faire la promotion ? Là pour l'instant pas grand chose. Là je sais que mon activité principale dans le podcast, ça va être donc le podcast Sunlight and Spirit, où avec 3 autres personnes on va en fait décrypter des teen movies d'à peu près toutes les périodes. Ça va être on va parler de American Pie, on va parler d'Assassin's Nation, on va parler de Heathers, plein de classiques du teen movie. On essaie un petit peu de les décrypter et comprendre leur impact culturel sur ce qu'ils racontent et sur ce qu'ils racontent également sur leur contexte de sortie, si je puis dire. Et voilà, donc l'émission est un peu en suspens depuis un certain moment, mais on essaye de le ressusciter incessamment sous peu. Parfait, merci beaucoup d'être venu, parce que donc, tu es venu exprès de Paris sur Bordeaux pour enregistrer ce podcast, donc c'est très sympathique de ta part, merci beaucoup. Merci de l'invitation déjà. Ça a été un honneur. Merci bien. Et donc merci à tous, Jérémy, Léa, Clarence, un plaisir toujours, et donc à bientôt pour d'autres épisodes du podcast. On sait toujours pas quel sera le prochain épisode et on n'a toujours pas de musique de fin. Voilà. Rien à regarder. Rien à regarder. Allez, salut les squeezos. Salut les regardos. Allez, salut les nuls. Petit alléluia et puis voilà. Non, c'est pas là, c'est le... Ouais, un petit alléluia, non ?